Bonjour et bienvenue sur le podcast de la cellule. Vous êtes un jeudi assez classique, habituel, et aujourd'hui nous allons parler de faire un podcast garage. Alors attention, ce podcast garage est un essai, peut-être le dernier, vous nous direz auditeurs. Nous allons faire un podcast sur le système de résolution, et j'ai avec moi des spécialistes, des pros du jeu, des pros du système. Nous avons à ma droite Pika. Bonjour Pika. Ok, salut, c'est Pika, j'ai réparé une de chevaux, c'était il y a 10 ans. Nous avons en face de moi Olivier. Bonjour Olivier, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Voilà. Quelles sont tes compétences en tant que système de résolution ? En tant que système de résolution, je me porte très bien. Ah bah ça, tout va bien. Ensuite, nous avons Aloïs. Bonjour Aloïs. Salut. Voilà. Que penses-tu du système de résolution ? Une bonne chose, une mauvaise chose ? Hier, j'ai mangé une pomme. Ah, ça c'est très pertinent comme chose. Très bien. Yosei, la seule fille de la table, Yosei. Coucou. Alors, qu'est-ce que tu penses du système de résolution ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Très bien. Et nous avons bien évidemment Romaric. On ne pourrait pas faire un podcast sans Romaric. Si on peut. On Si, peut. je suis persuadé qu'on peut. Voilà. Il y en a. Voilà. Et toi, est-ce que tu penses que le système de résolution pourrait nous servir dans la vie de tous les jours ? Moi, je voterai pour lui, en tout cas, aux prochaines élections. C'est Bon, ça. c'est déjà une bonne chose. Votez Donc, Cthulhu. Cthulhu de suite. Donc, nous allons parler du système de résolution, une chose qu'on aborde régulièrement dans la cellule, parce qu'on considère, si je me souviens bien, que dans un système d'un jeu de rôle, il y a un univers, un système de résolution, des joueurs, Un système de jeu. un système de jeu. Est-ce qu'il y a d'autres choses à compléter ? Souvent, quand on parle du système de résolution, c'est pour le mettre en opposition avec le système de jeu, ou en tout cas pour expliquer qu'il y a deux niveaux de système. Un système qui gère finalement les conflits physiques, un espèce de moteur physique qu'on appelle le système de résolution. Et puis un système plus global qui gère plutôt le rôle des joueurs autour de la table, qui va être MJ, qui va être joueur, s'il y en a un MJ, qui va être... et ça qu'on appelle plutôt le système de jeu. Voilà, le Le système de jeu. de jeu ou le système de résolution ? Le système de Ça, jeu. c'est le système de jeu qui gère le rôle des joueurs autour de la table. Après, il y a le système de résolution qui, lui, gère les conflits, en fait, entre les personnages ou entre les objets fictifs qui sont décrits au cours de la narration. Voilà. Alors très bien, tu as lancé le fameux pavé dans la mare. C'est pour vous, quelle est la définition d'un système de résolution ? Pika. Pika, Je non, te vois. non, Pika a Il son mange- gâteau dans la bouche. Et il dit que ça n'ira pas plus loin. Ah, Aloïs, lève le micro, nous t'écoutons. C'est l'outil dont on se sert en gros pour dénouer un conflit qu'il peut y avoir dans le jeu. Enfin, un conflit. Un nœud. Parce que il n'y a pas forcément que des conflits. Il peut y avoir juste un test de compétences simple qui n'est pas en opposition. C'est pour ça que C'est nul, c'est nul. Ah, attention, Pika dit quelque chose. Que Non, mais, veux-tu répondre ? C'est pas une bonne définition. Je dis pas que c'est une définition. Je dis que ça fait partie de ce qu'est un système de jeu. Système de résolution, Prétends- attention. Système de résolution, pardon. Je prétends pas être exhaustif en disant ça, mais il y a notamment un outil qui permet de dénouer les nœuds et de faire jouer la tension dramatique. Pika, donc quel est ton avis ? Excuse-moi, Aloïs, les mots ont dépassé ma pensée. Tu m'excuseras. Mais quand tu dis nœud, on va se demander, mais pourquoi il faut utiliser système de résolution ? Pourquoi on utiliserait pourquoi l'utiliser, quoi ? Je pense que avant d'expliquer c'est quoi le système de résolution, je pense que tu vas être obligé d'expliquer qu'est-ce qui se passe si on l'utilise pas. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de système de résolution ? Mais très bien, ça peut être une façon d'aborder le sujet. Qu'est-ce Alors, qui se passe est-ce que si on quelqu'un a Mais- une idée de qu'est-ce qui se passe si on n'utilise pas de système de résolution ? En fait, je pense au système Je pense qu'il zéro. pose une question dont il a la réponse, donc il faut Ouais, qu'il développe. ouais. Ah, Enfin, Ouais. attention, Vas-y. c'est Et va pas jusqu'au pas bout, moi qui Thomas. propose ça. Bon, ça, c'est un peu convergent sur les blogs en ce moment. Je pense que la référence qui me parle le plus, c'est un article de Brand sur Tarte aux Système fraises zéro. qui s'appelle le système zéro. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il explique ? En fait, ça part du principe. Ça part du principe de l'Umpli, que le jeu de rôle, grosso modo, c'est on a une conversation ensemble où en fait, dans cette conversation, on raconte une fiction dans laquelle on incarne des personnages. Mhm. Et en fait, on se met d'accord sur ce qui se passe juste en discutant, quoi. D'accord. C'est-à-dire que Romaric à la table dit quelque chose et ceci est vrai dans la fiction. Ensuite, Thomas dit quelque chose et c'est vrai dans la fiction et ainsi de suite. Et en fait, on arrête donc ça c'est système zéro. C'est-à-dire qu'en fait tout se passe juste par le langage.
Tout Et se puis, déroule entre les joueurs. tout se déroule entre les joueurs. Et en fait, l'idée, c'est que tu vas abandonner ce système 0 pour un système de résolution, c'est-à-dire une mécanique extérieure qui, effectivement, comme dit Aloïs, donc je disais qu'Aloïs c'était faux, mais c'était la provoque. C'est-à-dire que effectivement, il y a certains nœuds de la fiction, tu vas utiliser le système de résolution parce que si tu le fais par le système 0, c'est-à-dire uniquement par la parole, ça ne marche pas, soit parce que les joueurs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Par exemple, Thomas dit moi avec mon barbare, je tue tous les gobelins comme ça en un claquement de doigts, et puis tout le monde dit non mais attends, tu peux pas faire ça, c'est impossible. Ou alors, enfin moi je veux qu'on vérifie si vraiment ton personnage en a les capacités, et donc là, clac, on a utilisé ce fameux système de résolution qu'on a. Donc, le système de... Ouais. Et juste pour finir avec le système 0, puis après je vais vous laisser la parole. Et en fait, la théorie de Brand autour de ça, enfin c'est une théorie pour le game design, c'est que si dans ton jeu tu implémentes un système de résolution, donc pour remplacer quelque chose que le système 0 peut faire, ça a intérêt que en fait le système de résolution te permette de mieux le faire. Soit parce que effectivement ça va ménager la crédibilité de la fiction, ou soit parce que ça va apporter des choses dans la fiction qui te seraient pas venues toutes seules, quoi. Je dis n'importe quoi, si par exemple on utilise un système de résolution qui va simuler, je sais pas, les projections de sang quand on tape les gobelins et tout, et des systèmes de trophées, des systèmes d'expérience et tout, bah ça apportera peut-être quelque chose qui sera intéressant. Voilà, j'en ai fini. D'accord, alors je vais juste passer la main à Loïs. Ouais, ce qui me pose problème, juste, c'est le fait d'opposer le système 0 à un système de résolution. Parce que Ouais, en fait, si on veut le système 0, alors un là, système de résolution ouais. par approbation à la table, en fait. Ouais, c'est c'est la base du système oui, de effectivement. d'un système de résolution. De toute façon, c'est pour ça que ça s'appelle Zéro. système 0. Enfin, il y a système, ouais. C'est juste que tu l'as Oui. un peu. Ouais, on c'est pouvait vrai, avoir ouais. l'impression que tu les opposais dans ce que tu viens de dire. Ouais, t'as alors raison, que ouais. Finalement, En fait, l'idée de Brand Romaric. dans son article, c'est de dire que finalement le système 0 suffit et que si on doit créer un système de résolution, il faut que celui-ci apporte véritablement quelque chose de plus au système 0. Et que si on crée un système de résolution et qu'on se rend compte au cours de la création, parce que c'est quand même un garage, donc on doit essayer d'expliquer ça aussi, Picard, c'est que si on crée un système de résolution et qu'on voit qu'au final, il n'apporte rien de plus que ce que pourrait apporter le système 0, Voir qu'il enlève des choses. c'est un mauvais système de résolution. C'est qu'il il ne faudrait pas créer un tel système de résolution. Bonne définition, est-ce que quelqu'un d'autre a ajouté Olivier, peut-être Est-ce que vous croyez que vous pourriez trouver des exemples de systèmes de résolution qui en fait n'apporteraient rien par rapport au système 0? animal. Alors, soit des vrais exemples, soit des choses comme ça imaginées à la volée, mais... C'est difficile, ça, Ouais, comme c'est question compliqué à imaginer. Tu me prends un petit peu au dépourvu. Olivier, De façon générale, dans un jeu, souvent la situation où tu fais des jets de mensonges et la gestion des situations sociales, je trouve qu'elle se fait plus adéquatement par approbation autour de la table que par un jet. Bon, c'est une affirmation un peu générale, mais il me semble que la plupart du temps, tout ce qui est situation sociale se résout suffisamment bien à la table pour que tu n'aies pas besoin de faire des jets. Et franchement, le jet de mensonge pour voir si le gamin, ça me paraît souvent un peu convaincant. Généralement, nous, on fait appel à un jet quand, effectivement, autour de la table, on n'est pas d'accord. Dire, il y a un moment, il y a deux positions qui se font sur la table. Si personne veut descendre de ses positions, faut bien résoudre ça par un jet. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, c'est notre façon de jouer. La plupart du temps, c'est l'approbation. Hein. Ou alors, faut apprendre à faire des concessions. Voilà. Ouais, c'est autre chose. Je me Romaric. souviens que dans Agone, par exemple, lorsqu'on jouait avec Yann Sully, et là j'abonde dans le sens d'Olivier, Yann Sully considérait que tout ce qui était jet de charisme, par exemple, jet de baratin, tous ces jets-là étaient inutiles parce qu'en fait, il suffisait d'écouter le joueur et si les autres joueurs autour de la table trouvaient le baratin convaincant, ça suffisait en fait, il n'y avait pas besoin de faire appel au système de résolution. Donc là, c'est typiquement le genre de cas dans lequel effectivement le système de résolution n'apporte pas quelque chose au système 0, au contraire même a tendance à... Aloïs. Alors,
Sur le principe, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Romaric. Moi, c'est une façon de jouer que j'apprécie. Après, je connais pas mal de gens qui sont, je vais pas aller jusqu'à dire inaptes socialement, mais qui seraient incapables d'être convaincants en mentant à une table. Et du coup, on en revient au podcast, c'est peut-on tout jouer, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut jouer quelqu'un qui est à l'opposé de soi-même? Est-ce qu'il faut les interdire de jouer au jeu Enfin, est-ce qu'il faut les interdire à ces gens-là De jouer qui social. ne sont pas à l'aise social de jouer social? Voilà, c'est ça. Olivier. Enfin, ça, c'est Ça un m'amène faux une débat. autre réflexion, c'est que je pense que dans la réalité, on voit rarement quand quelqu'un ment. Donc, on pourrait aussi avoir une convention sociale autour de la table qui est de dire, si le gars ment, tu ne sauras pas. Il n'y a pas de moyen de savoir qui ment. Si tu mens, tu mens. Voilà. Tu mens et ça suffit. Et dans Apocalypse World, dont on parlera peut-être à d'autres occasions, tu ne peux voir si quelqu'un ment ou commencer à cerner quelqu'un que s'il existe une situation de tension. Donc, dans une situation quotidienne, si le gars te ment, il te ment. Et alors là, je me demande justement, mais là c'est une question que je vous pose, est-ce que avoir cette convention autour de la table que j'ai déjà utilisée dans certains jeux, qui consiste à dire si le gars ment, il n'y a pas de problème, il ment. Est-ce que cette convention-là est encore de l'ordre du système de résolution ou est-ce qu'on est déjà passé dans le système de jeu? En fait, J'ai un avis, Pika. ce que je pense, surtout à propos de l'exemple qu'on utilise, là, est-ce qu'on doit mettre des mécaniques, par exemple pour simuler tout ce qui est social, avec des choses telles que le mensonge. À mon avis, quand tu es game designer, le filtre pour en décider, c'est ton propos. Si je prends des jeux comme Dogs in the Vineyard ou Dying Earth, c'est des jeux, en fait, le propos du jeu est quand même vachement centré sur le dialogue, enfin la compétition par le dialogue, quoi. Dans Dying Earth, par exemple, t'as un système extrêmement baroque pour tout ce qui est diplomatie, négociation. T'as même une liste de phrases alambiquées que tu dois placer dans la conversation pour que tes arguments pèsent. Donc, à mon avis, il faut toujours avoir en balise son propos, quoi. Et c'est ça qui va nous permettre de dire, ouais, ok, là, je vais devoir mettre une mécanique. Il y a autre chose qui importe pour le système de résolution, c'est quand est-ce qu'il doit être invoqué et quand est-ce qu'il doit être utilisé. Ça, c'est vraiment important. Je vois par exemple avec Yosei récemment, on a fait une partie d'engrenage au cours d'un one-shot. Et par exemple, il y a un moment donné où elle effectuait une action et en fait, tu aurais bien voulu qu'il fasse appel au système de résolution à ce moment-là pour te permettre de passer ce garde. Parce qu'elle a essayé de le séduire un garde en fait. Et du coup, on n'a pas du tout invoqué le système de résolution. Yosei. Non, tu parles du moment où je suis tombée dans les pommes, plutôt ça. Oui, mais c'était. Ouais. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui. C'était Fly qui essayait de le séduire. Oui, pardon, excuse-moi. Mais de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, l'action s'est révélée. En fait, le problème là, c'est qu'on a utilisé le système de résolution dans le sens où on a lancé un dé. Mais il s'est rien passé. Je pense que c'est le maître du jeu qui n'utilisait pas son propre système de résolution parce qu'il avait décidé qu'on passerait pas et quel que soit l'effet du système, c'est lui qui le bloquait de toute façon. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer vite fait pour les auditeurs qu'est-ce qu'engrenage ? Alors, c'est un jeu horrifique dans une ambiance steampunk. Qui est développé par des petits gars de Lyon. C'est un jeu qui est en cours. Il suffit tout simplement de regarder le one-shot de ce mois-ci qui lui est consacré. Donc, oui, c'est vrai, j'ai oublié que c'était soit chose de ce mois-ci, j'avais carrément oublié. Voilà, je suis désolé, mes auditeurs, des fois je suis un peu dans la lune. C'est parce que tu les écoutes pas, les one-shots. Je les écoute, mais d'une demi-oreille. T'écoutes pas les podcasts. Donc ça, c'est important qu'on sache quand utiliser le système de résolution au cours du jeu. Et ça, c'est un peu le système de jeu qui va le dire, justement. Voilà. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose ? Je rejoins Pika sur l'idée que c'est le propos du jeu qui va être déterminant, mais ça ne veut pas dire que plus c'est la question abordée, plus il va falloir que le système de résolution s'en préoccupe. C'est-à-dire, on peut avoir un jeu très social qui ne va pas centrer le système de résolution sur comme la Kunad, sur le caractère social. C'est pas parce que c'est un jeu où il va y avoir tout le temps des grands discours que tu dois avoir des règles très précises ou un système de résolution très précis sur la situation des grands discours. Je pense qu'il est possible justement par la place que tu laisses
en ne prévoyant pas de système de résolution ou en prévoyant juste l'approbation à la table, de justement favoriser certaines Je suis pas choses. du tout d'accord, moi, avec ce que vient de dire Olivier. Alors, j'ai juste laissé la parole à Pika, puis on va revenir dessus. Et après, on a aussi à Louis. Bah en fait sur la question de alors juste je réponds à Olivier puis après à Yosei. Donc Olivier disait que en fait un élément de la fiction peut être central dans ton propos mais sciemment quand même que qui ne soit pas implémenté dans les mécaniques. Oui. Je pense que c'est le cas de Lacuna, je sais pas si tu te rappelles le one shot qu'on avait fait Si. où à mon avis le propos de Lacuna c'est que les personnages s'engueulent. On est d'accord qu'il y ait de la distorsion et que clairement tout le monde soit en désaccord avec tout le monde. Et je pense que il n'y a pas de système de résolution pour tout ce qui est social dans la Kuna. Et à mon humble avis, c'est volontaire justement pour que en fait les gens ne puissent pas se reposer sur des mécaniques pour trancher leurs conflits et que les conflits en fait continuent en système 0 en fait à s'envenimer au cours de la partie. Et sinon, juste pour répondre à Yosei, et puis la fameuse question quand est-ce qu'on lance les dés, des fois en tant que joueur on peut être frustré soit parce que surtout en jeu de rôle traditionnel où en fait la plupart du temps dans un jeu de rôle traditionnel c'est le MJ qui va te dire quand et pourquoi tu lances les dés. Et en tant que joueur, tu peux être frustré parce que pour telle ou telle action, tu aurais voulu qu'on lance les dés, ou au contraire, il y a deux exemples. Hein. Tu veux convaincre un PNJ que tu as raison, tu fais un super discours, et puis en fait, le MJ te fait quand même lancer les dés pour convaincre le PNJ, et du coup, sur un fumble, tu n'arrives pas à le convaincre. Donc ça peut être frustrant. Ou inversement, il y a des moments où tu aurais préféré qu'on lance les dés et finalement le MJ décrète de lui-même que tu as fait un échec ou une réussite sans qu'on ait à lancer les dés. C'est une abréviation pour dire utiliser le système parce que c'est pas forcément des dés. Moi personnellement, quand j'ai écrit Influenza, j'ai pris la décision en fait que c'était le joueur et non pas le MJ qui décidait quand et pourquoi il lançait les dés. Et ça, là, tu nous parles du système de jeu. T'es plus dans le système de T'es résolution. plus dans le système de résolution. Ah, d'accord. Ah bah oui. Voilà. C'est ça le problème. Et moi, je voudrais répondre à Olivier quand même. Parce C'est que forcément lié. T'es quand même obligé d'y réfléchir. Non, j'en ai pas eu l'occasion tout à l'heure, mais Romaric. il dit oui, c'est pas indispensable que ça fasse partie du système de résolution. Bah, bien sûr, mais dans ce cas-là, il faut quand même que ça fasse partie du système de jeu et que tu dises à tes joueurs, votre rôle dans ce jeu, c'est de faire du social, par exemple, dans le cas où, dans l'exemple que tu citais. Donc pour moi, en fait, le problème du système de résolution, et à l'aborder seul, c'est qu'à mon avis, le système de résolution n'a de sens que dans le contexte d'un système de jeu. Et donc, comme les deux sont interdépendants, enfin, comme tu dis dans la Kuna, le système de jeu, le système de résolution fait que les joueurs vont s'engueuler, mais le système de jeu, le propos est dans le système de jeu, du coup, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, d'accord, ok. Donc c'est exactement de ce qui. Voilà, il a l'air d'être d'accord. Ok. À Louis. Alors, moi, l'opinion que je veux dire, ce que je vais dire, c'est plutôt un lieu commun, mais généralement, on a tendance à admettre que le moment où on doit lancer le dé, c'est quand l'échec ou le succès a une importance au niveau de la tension dramatique. C'est-à-dire que rater, ça a une conséquence qui déplaît généralement aux joueurs, et réussir, qui va dans son sens. Là, à mon avis, c'est un lieu commun. C'est à ce moment-là qu'on admet qu'on peut lancer le dé. Après, selon les jeux, ça peut avoir son importance. Putain, je bégaye. De faire varier ça. Je pense à, par exemple, Sens. Il n'y a pas besoin de lancer des. Il y a des conflits où on ne lance pas le dé parce que ça sert le propos du jeu. Donc, selon le propos du jeu, on peut adapter le lieu commun que je viens de sortir. Mais c'est pas pour autant que il est détruit en fait, parce que toujours. Dans le sens, c'est un système de résolution, tu vois, auquel on fait appel. Oui, on est d'accord. De temps en temps. Mais je parle par rapport au lancer de dés. C'est pas parce qu'on lance pas le dé qu'il n'y a pas ce même besoin de tension dramatique pour la résolution du nœud. Bien sûr. Alors c'est vrai que là, moi je vous écoute. Moi, quand j'ai préparé ce podcast, je me suis dit quelle est la définition d'un système de résolution? J'étais quand même assez bloqué sur le fait que pour moi, un système de résolution, ça sert juste à résoudre un conflit. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, des joueurs, que ce soit le meneur joueur ou des joueurs ensemble,
ne sont pas capables de se mettre d'accord sur la résolution d'une action. Donc là, on va prendre le système de résolution pour dire qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est vraiment ce que disait tout à l'heure. Je crois que c'est Pika qui disait ça, qu'en fait, le système de résolution, c'est pour résoudre un désaccord au sein du système 0. C'est-à-dire que lorsque lorsque deux joueurs dans leur discussion sont en désaccord, là, on va faire appel au système de résolution. Et puis, c'est finalement lui, en ultime arbitre, qui va trancher quel élément fictif se met en place. Voilà. Et... Olivier. En tout cas, je ne sais pas si je résume, si j'ai bien compris le propos, mais si le propos est de dire que le système de résolution intervient uniquement là où il y a lieu de faire un arbitrage, je pense pas. Si tu prends Lacuna, justement, il va beaucoup venir en référence, on dirait. Lacuna te pousse à faire des choses ou te place dans des situations qui n'auraient pas existé sinon. Donc, c'est pas une question d'arbitrage ici, c'est une question de te faire ressentir et de te placer dans des situations et face à des dilemmes que tu n'aurais pas rencontrés sinon. Même chose pour Dogs. Ça, c'est le principe d'un jeu, en règle générale. Oui, tous les jeux sont là, comme le ça. système de résolution favorise et sous-tend ça. Il y a une tension, en tout cas, il y a ne serait-ce qu'un stress et une tension à la table. Il y a des choix qui doivent être faits du fait même du système de résolution. Donc, c'est pas une question d'arbitrage ici, c'est une question. Non, parce que là, en plus, Lacuna, c'est spécial parce que justement, le système de résolution, c'est un système qui n'arbitre pas. Et justement, c'est le but, c'est qu'au final, personne ne soit d'accord et que tout le monde s'engueule à la table, à la table des joueurs, comme parmi leurs personnages. Donc justement, c'est exactement dans Lacuna, tu cites exactement le contre-exemple, mais en règle générale, si tu prends par exemple des jeux comme Warhammer ou ce genre de choses, tu vois que en fait le système de résolution, il est là pour mettre tout le monde d'accord sur savoir si le gobelin il se fait trancher la tête ou pas quelque part. Tu vois, Lacuna, c'est vraiment un exemple limite. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va être beaucoup cité dans ce podcast. C'est parce que on sait pas. C'est un jeu, on dirait, qui favorise le système 0 pour finalement créer du conflit et du chaos. Voilà. Alors, moi, j'ai aussi une autre question. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser un système de résolution au lieu de gérer que des conflits? Ne pourrait-il pas être un moteur de création d'histoire, de création de narration? Imaginons un système qui fait que à chaque fois que tu utilises le système de résolution en jetant un dé, et ben le fait de jeter ton dé va dire l'histoire évolue comme ça. Il me semble que c'est plutôt un système de jeu. Ça. Ouais, il me semble que ça fait partie du système de jeu, mais c'est pas pourtant qu'il faut l'écarter du système de résolution. Puisque la par résolution. exemple, si tu as des couleurs, la couleur, est-ce que ça rentre dans le système de résolution? Ça, on verra ça un petit peu plus tard. Me vole pas mes thèmes, s'il te plaît. D'accord, ok. Bah ouais, mais qu'est-ce que, on va y arriver. On va voir effectivement une transition. C'est même comment là, effectivement, la gestion de juste la gestion de l'histoire. De toute façon, au simple fait, souvent un système de résolution, il est là pour dire si sur telle ou telle chose il y a un échec ou une réussite. Et quelque part, c'est la définition même d'une péripétie, l'élément d'une histoire. Moi, j'ai du mal à. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Non, le système de résolution, c'est pas l'échec ou la réussite. Ça, c'est dans la majorité des cas. Mais ça tranche. Qui a le droit de raconter la suite? C'est ça le système de résolution, il me semble. Pas que, non? Dans la plupart des jeux, c'est tu lances le dé. Si tu réussis, c'est toi qui raconte entre guillemets l'issue. Non, là c'est que t'as trop l'habitude de jouer. Justement, la plupart des jeux traditionnels, que tu réussisses ou que tu échoues, c'est le maître de jeu qui raconte la conséquence de ton action. Ok, c'est un biais personnel. C'est que t'as des habitudes de jeu qui font que tu penses comme ça. Tu te souviens pas que tu faisais ça avant? Ah si, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. Ça me revient. Ouais. 2 années de psychanalyse. Excusez-moi, j'ai raté mon jet. Donc justement, là on a fait pas mal de tours sur le système de résolution. Pika, t'as parlé de couleurs. À votre avis, est-ce que le système de résolution doit posséder la couleur du jeu auquel il appartient? Je donne un exemple. Je prends pour Cthulhu. Je trouve que dans son système de jeu, alors pas dans son système de résolution, mais dans son système de jeu, on va retrouver les points de San. Donc on a bien le système, l'univers de Cthulhu qui est sur la santé mentale. D'accord. Donc en gros, je veux savoir pour vous, est-ce que dans un système de résolution, on doit retrouver la couleur du jeu auquel il appartient? Pourquoi tu dis que la santé mentale est dans le système de résolution, hein?
Et donc, elle fait partie du système de jeu, fondamentalement. Mais elle est dans pour vous, il fait partie du système de résolution. Bah oui, puisqu'on fait des jets de santé mentale. Donc, à un moment, ça implique la résolution de quelque chose. Oui, mais donc Toulouse, le fait que tu aies 10 en point de SAN, si je te demande de faire un jet de toc, c'est un système de résolution. Dans le système de résolution, il n'a pas d'impact. Ce sera juste à des moments spécifiques. Bah oui, enfin, ça influence quand même ton jeu. T'es devant Toulouse, tu dois faire un jet. Si tu réussis, tu perds un D10. Si tu le rates, tu perds un D100. Mais je crois pas que Oui. c'est la question de Thomas. Je Oui. pense que ce qu'il veut dire, c'est... justement. Ouais. Ouais, je voulais répondre autre chose. C'est juste que comme Pika a réagi là-dessus, Ouais. j'ai continué dessus. Bon, bah, j'ai dit de la merde, je suis présentateur, hein. Vous écoutez pas ce que je dis, écoutez les réponses des autres. Ça, c'est important. Moi, je pense que Alors, vas-y, Aloïs. je pense que c'est important que la couleur soit dans le système de jeu. Enfin, dans le système de jeu, c'est naturel, quasiment, parce que voilà. Mais dans le système de résolution aussi. Je m'explique. Par exemple, sur mon jeu Avatar, le dernier maître de l'air, enfin Atlas, le système de jeu de jeu et de résolution, les deux sont profondément inspirés par les philosophies orientales. Et ça va enfin, le système de résolution, c'est un système de pari. Et il est aidé justement par la façon dont les joueurs voient leur personnage et conçoivent l'univers en fait et comment ils l'incarnent. Par exemple en Terre, si ton personnage il défend quelqu'un, parce que la Terre c'est quand même l'immuable, c'est vraiment là ça correspond au laisser agir taoïste. Si tu utilises la Terre pour défendre quelqu'un, tu vas avoir un bonus. Et ainsi de suite, chaque élément a ses particularités. Qui sont pas forcément les particularités qu'on leur attribue en Occident en fait. Et pour ça crée un dépaysement supplémentaire et c'est pour ça et je pense que ça aide le joueur à s'impliquer dans le jeu, à s'immerger. D'accord. Pika. Après on passera à Romaric. Vas-y Pika. Je pense qu'en plus la couleur tu peux la... Alors attention, hein, je veux pas m'avancer sur comment ça se passe dans Avatar. Je prends un autre exemple de jeu qui utilise les éléments taoïstes. T'as L5R, hein, où en fait dans L5R, la couleur finalement c'est assez cosmétique. Hein, une fois que, grosso modo, ton score en terre, c'est très 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 défini, hein, ce qui est ton score en terre. Et puis on se rend compte qu'une fois ça défini, le mot terre, il est vraiment juste là. C'est pour décorer. Hein. Pour décorer, là, et je pense que tu peux. La preuve, on se retrouve avec des chouks qui font des pompes parce qu'ils utilisent la terre. Donc, voilà. Le système de résolution peut participer de la couleur de façon plus approfondie et plus organique. Je pense dans Prosopopée, hein, il me semble quand même que tu t'es obligé. Enfin, les couleurs sont là pour fertiliser ton imaginaire et tu vas être si tu fais une action corrélée à tel ou tel élément, il me semble qu'il faut vraiment que tu en parles, quoi. Hein. Il me semble qu'il y a une petite confusion dans cette discussion. Il y a une confusion entre la couleur et le canon esthétique. Donc j'ai peut-être fait un mélange. C'est ça, c'est que la couleur, c'est quelque chose. La couleur, c'est quelque chose qui t'invite à créer et à générer de la fiction dans un sens donné. Typiquement, la couleur, ce sont les médiums dans Prosopopée. Pas les médiums, si c'est ça. Comment ça s'appelle, putain ? Les couleurs, ça s'appelle les couleurs, tout simplement. Oui, il me rappelle Pika. Donc les couleurs dans Prosopopée sont des couleurs au sens, de la théorie. Ensuite, il y a le canon esthétique. Et il me semble que quand Thomas emploie le terme couleur, il le fait comme moi, dans le sens du canon esthétique. Oui, je pense que c'est possible que ce soit canon esthétique. Dis-moi ce que c'est exactement. Alors, en fait, le truc, c'est que ce que tu veux dire, c'est qu'on va pas faire, par exemple, un jeu de rôle de Saint Seiya sans que se trouve avec un système de résolution lié à Street Fighter. Typiquement, par exemple, je pourrais faire du Saint Seiya en mettant juste coup de poing, coup de pied, kilowatts, électricité, feu, etc. Et je pourrais avoir une fiche de perso comme ça. Non, c'est ce que veut dire Thomas, c'est est-ce que ce serait pas mieux dans Saint Seiya de faire des caracs cosmo-énergie, constellation, etc. Des trucs qui sont en accord avec le canon esthétique. Voilà, en accord avec le canon esthétique. Alors, effectivement, je suis d'accord, c'est plus cosmétique. Largement quand même. Mais oui. Mais c'est ça quand tu dis que c'est cosmétique. Redis-moi juste l'un après l'autre la définition de couleur, la définition de canon esthétique. Alors, la couleur, c'est la direction dans laquelle créer. C'est une invitation à créer. Alors que le canon esthétique, c'est juste l'emploi de termes qui évoquent
un canon L'univers. esthétique, l'univers précis. Si tu veux, c'est plutôt que d'utiliser le mot coup de poing dans Saint Seiya, tu vas dire par exemple dans Saint Seiya, Météore non, de ça marche Pégase. Ouais, ça va être ça. Ça va être un terme très approprié. J'ai pas d'exemple précis, mais plutôt que d'utiliser Parler de par volonté, exemple- tu pourrais parler de Cosmo Énergie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire- Donc si dans ma feuille de L5R, là j'ai les éléments Voilà. terre, eau, là je fais du C'est du canon esthétique. Du canon esthétique. Voilà, exactement. Mais C'est il n'y a- cosmétique. C'est mais cosmétique. en fait ça n'est pas de la couleur. Ce n'est pas de la couleur. Parce que ça va pas t'inciter à à jouer créer absolument. Voilà. D'accord. Alors que par exemple, si tu prends les runes d'encens, Mais c'est confondant parce que souvent c'est les mêmes termes, tu vois. Effectivement, t'as la terre sur ta feuille de L5R, c'est du canon esthétique. oui, tout à Tandis fait. que tu as, il me semble, est-ce qu'il y a la terre dans Prosopopée? Non, et c'est pas Non, la, y a c'est pas pas la les terre, c'est les éléments. éléments. Voilà. c'est Les ça. éléments. Bon, t'as les éléments, c'est de la couleur. Tu te rends compte, c'est confusant. Hein. Ça dépend. Alors, ouais, oui, ça dépend de du l'utilisation. jeu, parce qu'en fait, dans certains jeux, C'est une Et c'est- terminologie qui est et propre c'est à là- chaque et jeu. c'est là où veut en venir Thomas, c'est que le canon esthétique et les couleurs sont liés. Typiquement dans Sens, par exemple, qui est un jeu que je connais bien, Ah bon c'est Tu as joué en fait les deux sont liés puisque le système le canon esthétique. Alors attends, du coup j'ai perdu ce que je veux dire. Oui, L'esthétique et la couleur c'est que du la jeu. le fait qu'un personnage ait une grosse rune de vie implique qu'il crée de la fiction avec son personnage dans un sens donné, et en même temps c'est de l'ordre du canon esthétique parce que les runes, comme on sait, sont au cœur de l'univers et de l'histoire. Et donc là, on a les deux qui sont liés. Et je pense que quand Thomas veut dire il faut que le système de résolution soit en accord avec la couleur du jeu, il y a les deux notions. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que ça corresponde au canon esthétique, mais également que ça t'invite à créer dans un sens. Évidemment, si tu mets la carac Cosmos dans un jeu de Saint Seiya, ça va inviter les joueurs à développer leur Cosmos, donc du point de vue de la couleur, à jouer dans ce sens, mais également c'est en accord avec le canon esthétique de l'œuvre de Kurumada, et donc du coup les deux sont en adéquation, et là le système de résolution semble être le meilleur possible dans ce domaine. Est-ce qu'on peut demander à Aloïs, lui, justement, là, comment il le gère sur sa feuille de perso d'avatar? Alors ça commence à remonter un petit peu loin, je vous avoue. Ah ben alors, Je l'ai faudrait ressorti il y a écouter pas les longtemps. podcasts, Aloïs. Ouais. Il paraît qu'il va y avoir un deuxième round un jour. Ah. Faudra que je parle d'autres jeux. Donc du coup dans Atlas, toi tu as... Mais si, je me souviens que tu je avais l'ai parlé de développé ton avec adéquation. Frédéric Sintès, en fait, aidé par Frédéric Sintès, qui m'a justement encouragé dans ce sens à faire créer de l'histoire. Et en fait, le truc de particulier d'Atlas, c'est qu'il a fallu dépasser un peu le canon esthétique de Avatar, le dernier maître de l'air, parce que j'en ai pas les droits, tout simplement. En plus, il y a la deuxième saison qui arrive à la rentrée. Donc il a fallu que je me concentre principalement sur ce que les philosophies orientales pensent de ces éléments et inviter le joueur en faisant ça, à agir dans le sens de la philosophie de leur élément en leur accordant des bonus Mais tu vois, pour là- créer de l'histoire en plus. le problème c'est qu'ici il y a un petit peu de système de jeu qui revient par la fenêtre. Parce que le truc c'est que quand Si on tu dit parles- par exemple... La résolution, le service du système de Mais jeu. oui, donc, c'est ça. C'est pour ça que fait partie, c'est très oui. difficile Très de faire un difficile. garage sur le système de Voilà. résolution parce que le système de résolution est vraiment interdépendant avec le c'est système surtout de jeu. que bon, il faut pas qu'on parle trop de comment vous créez votre univers, faut qu'on se concentre sur les mécanismes. Ouais, voilà, ouais. quoi. Et comment c'est très très. Mais compliqué. moi, je Mais, trouve qu'on est alors, en là où creusant juste- dans le sens, ça. Hein. Juste pour finir un truc, c'est Vas-y, après, je passe le le fait micro que à le Loïs. système de jeu soit important et revienne là par la fenêtre. C'est qu'en fait, si on réfléchit bien, ce qu'il faut, c'est que le système de résolution soit inspirant pour les joueurs et donne le droit aux joueurs de créer dans un sens ou dans un autre. Donc en gros, il faut que le système de résolution amène les joueurs à comprendre mieux le système de jeu et leur rôle à l'intérieur de la partie. Voilà. Aloïs. Alors, d'un point de vue mécanique Pika, dans le jeu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit aux joueurs, au début de la partie, vous choisissez un élément qui sera primordial pour votre personnage. Si à un moment, si vous allez dans le sens de cet élément, donc dans un conflit, si vous défendez alors que vous êtes terre, si vous agissez par sentiment quand vous êtes du feu ou autre, vous avez un bonus. C'est typiquement la carotte et le bâton. Non, il n'y a pas de bâton dans la j'utilise pas de bâton dans ce jeu-là. C'est vraiment que voilà, t'es récompensé si tu crées de l'histoire dans le jeu. Pareil, si tu crées de l'histoire par rapport à cet Qui va dans élément, le sens de la l'élément. couleur, de l'élément. De l'élément. À tout moment aussi, Mais c'est donc une respecter le canon esthétique aide. Parce qu'un personnage qui va me citer un haïku en plein milieu d'une partie, s'il est vraiment à propos, je vais lui dire tiens, prends une récompense parce que pour moi, ça participe au jeu.
il y a d'autres il y a d'autres faits qui vont faire que le joueur, en fonction de ce qui se passe autour de lui ou des choses comme ça, vont améliorer le truc. Mais justement, c'est pour sous-tendre que on fasse attention. Enfin, ça sous-tend que le joueur fasse attention à son environnement, parce qu'on parle d'harmonie avec la nature régulièrement dans Avatar, à mon avis. Alors, moi, j'aimerais juste recentrer un petit peu le débat. Alors, il faut savoir que Garage, c'est une chose qui est importante. Les auditeurs qui nous écoutent, c'est des gens qui sont en train de créer des jeux et qui ont des problèmes pendant leur création. Donc, on va essayer de revenir sur un truc un peu plus technique, mais bon, de toute façon, il fallait parler un peu théorie quand même, parce que, comme Romaric l'a dit, parler que du système de résolution, c'est quelque chose de très difficile, parce qu'on va forcément mettre d'autres choses. Donc là, pour un peu plus préciser, je regarde souvent quand j'ai essayé de créer Mao Shoujo, et que je suis arrivé à mon système de résolution, j'essaie de faire un système de résolution original. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne méthode, ou non, il faut plutôt essayer de consulter le maximum de choses et s'approprier ce qui existe déjà pour les réadapter à son propre jeu? Par rapport à ton propos? Donc toi, tu serais d'avis, l'originalité n'est pas quelque chose d'important, en fait, mais il faut surtout que ce soit, il faut que ce soit original si ton propos le réclame. Mettons, n'importe quoi. Imagine, tu fais un jeu de rôle, tu dis on va jouer des geishas. Et tu dis, ah bah tiens, mon système de résolution, ça va être des éventails, la façon dont tu l'ouvres, ça te permet de résoudre les situations de telle ou telle façon. C'est original, mais ce serait un pur gadget si ça servait pas ton propos qui fait qu'on joue des geishas, on se cache derrière les éventails, et nos éventails sont à la fois un attribut de séduction, mais aussi une arme. Ça, à mon avis, alors là, je plus Vas-y, à Romaric. fond sur le truc de Pika, c'est que, en fait, souvent, la première chose qu'on se dit quand on crée, alors, mais en fait, c'est lié à un autre biais. C'est que souvent, on croit que le jeu de rôle, c'est uniquement un univers et un système de résolution. Voilà. Et que le système de jeu, de toute façon, c'est le jeu de rôle classique, que tout le monde connaît, soi-disant, que tout le monde pratique de la même manière, soi-disant. Et puis, en fait, quand on interroge les gens sur le système de résolution et ce que c'est que le système classique, tout le monde s'engueule sur les forums. Donc, en fait, personne ne sait de quoi il s'agit. Ça, c'est le premier point. Donc, du coup, puisqu'on a toujours créé des jeux de rôle en disant univers, système de résolution, pour se distinguer, on avait deux choses. L'univers et son originalité, et deuxième point, le système de résolution et son originalité. Donc, quand j'ai remarqué très souvent que quand on faisait un jeu dans un univers qui avait déjà été inventé, on prenait un système de résolution qui était, lui, original. Et inversement, quand on avait un système de résolution qui restait le même, là, on inventait un système original, un univers original. Typiquement, je prends un exemple très précis, Chaosium. Donc, on a utilisé souvent le système Chaosium dans plein d'univers différents. Mais justement, c'est l'univers qu'on a fait varier. Ensuite, il y a des modules qui ont été ajoutés au système. Voilà, oui, tout à fait. Et ensuite, si par exemple, on a fait deux jeux dans un univers identique, typiquement par exemple Slay With Me et Conan le Barbare, ou encore Warhammer et sous certains aspects tout d'autres jeux de fantasy, tout simplement. Et ben là, on a changé systématiquement le système de résolution. Donc on voit qu'on pensait en fait qu'on avait uniquement que deux variables. Et donc du coup, il fallait être original sur le système de résolution si on prenait un univers qui était déjà connu. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, en fait, toi, ce que tu veux dire, Thomas, je vois le sens de ta question, c'est de nous faire dire, parce qu'il y a toujours un sous-entendu. Non, c'est pas qu'il y a un sous-entendu. C'est là que je me remets. Moi, je me souviens, au début, où j'ai commencé le jeu de rôle, que j'achetais beaucoup de bases, que j'en lisais beaucoup. J'avais toujours cette importance de dire, quand on regardait la couverture à l'arrière pour voir une description du jeu, il y avait souvent le mot original qui arrivait. Quand je discutais avec les autres rôlistes, mes amis rôlistes, on me disait, tel jeu, qu'est-ce que t'en penses? Il fait, ce jeu-là, il a un système original, il a un univers original. J'ai l'impression que quand tu crées quelque chose, moi en tout cas c'était dans ma tête pendant très longtemps, maintenant c'est effectivement j'ai changé, d'où une double question piège. T'es comme Pika quand tu présentes des podcasts, tu fais passer des sujets en contrebande. J'ai un souvenir que l'originalité était quelque chose d'important. Dire, si je dois créer un jeu, faut que ce soit original. Donc je cherche un univers original, je cherche un système de résolution original. Alors, l'originalité est quelque chose d'important. Donc, d'où ma réponse. La réponse est non. Tu n'as pas besoin d'un système de résolution original. Par contre, c'est comme Donjon avec des D6, c'est nul, quoi. T'as besoin d'un système approprié. Mais par contre, voilà, tu as besoin d'un système approprié à ton propos. Et un système en adéquation également à ton système de jeu.
Et on a échangé. On a j'ai Yosei qui a l'impression, changé de sexe. Ouais, Oui, Shadow avec qui est dans le Yosei. coin maintenant. Oui, bonjour. Salut Shadow. En plus, ce qu'il faut voir, c'est vrai que la cellule, on en a dit beaucoup discuté, c'est que si vous, créateurs qui nous écoutez, vous cherchez l'originalité du jeu, de toute façon, si vous créez un jeu avec un univers qui a déjà été fait, avec un système qui existe déjà, vu que vous allez vraiment travailler dessus, vous allez mettre votre propre sensibilité, le jeu sera forcément original. Je peux citer un exemple très Vas-y, parlant. Romaric. C'est Cthulhu. Vous prenez le système Chaosium et puis vous lui rajoutez juste une petite règle. C'est le fait que plutôt que lorsque un jet est réussi, c'est le MJ qui décrit ce que vous trouvez pour l'enquête. Lorsqu'un jet est réussi, c'est le joueur qui réussit le jet qui explique quel est l'indice découvert. Ici, on voit que le système de résolution est identique. Et ce qui change finalement, c'est ce qu'en fait ensuite le système de jeu. C'est-à-dire que lorsque le jet est réussi, on dit, bah voilà, c'est toi qui as le droit de raconter plutôt que toi. Voilà. C'est toi, le joueur, machin. Donc ici, on voit qu'on a un système de résolution qui n'est pas du tout original, celui de Chaosium. Mais par contre, par le système de jeu qu'on y ajoute, c'est-à-dire le fait qu'on dise quand est-ce qu'un tel dit... Aloïs, t'as pas... Ouais, Aloïs, il y avait quelque chose à Pour dire. moi, là, on est encore dans le système de résolution quand tu dis qu'en fonction du résultat du dé, qui est-ce qui décrit. Pour moi, D'accord. ça fait Donc partie en du fait, système on de change, réseau. on change le système de résolution. Juste le C'est système à de cheval résolution. sur Moi, je suis pas du tout d'accord. C'est à moitié de- Moi, Bah, je suis pas du tout on d'accord change, avec on toi. change quand même la position de le système de jeu, puisque Parce que les là, rôles on dit des que le joueurs maître autour de de la table jeu n'est plus la qui même. était très fort, on lui fait maintenant t'es moins fort Le maintenant. rôle des Alors, joueurs ça, autour de c'est la la- table n'est plus le même. C'est Point. la conséquence sur le système de jeu d'une modification du système de résolution. Non. Ah, non. si. Ouais. Après, bon, c'est. Rajouter cette règle, pour moi, c'est ça. C'est tu influes le système de jeu en enlevant, en sapant au MJ une partie de son pouvoir, mais ça fait partie du système de résolution parce qu'on est quand même on est quand même sur c'est par rapport au résultat des dés et à la résolution même du conflit que ça se fait. Donc certes, sur le système de jeu, on diminue le pouvoir du maître, mais en attendant, c'est à cause de la modification du système de résolution qui fait partie du système de jeu. J'ai du mal. Donc c'est Ah ouais, dans les deux. J'ai vraiment du mal. Quelque chose à dire, Pika? En plus, alors malheureusement, j'ai pas d'exemple précis en tête. En plus, tu as certains jeux, bon, surtout dans les jeux à autorité partagée, où en fait, tu vas devoir miser des ressources pour avoir le contrôle sur la De la narration. bah oui. Et donc, c'est-à-dire que tu vas utiliser vraiment des ressources et des mises. Donc, tu vas vraiment utiliser le système de résolution pour ce fameux qui décrit quoi. Donc c'est vrai non, que c'est ce qu'on est toujours alors là c'est difficile parce que de toute façon la pense que mécanique elle est toujours en charnière avec avec l'univers, avec le propos, donc Vous savez quoi, des fois on sait pas quelle est la limite. je crois que notre définition du système de résolution n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Je pense en fait que il y a un problème. Qu'on appelle Ron Edwards. Non, parce que c'est pas une théorie de Ron Edwards, c'est la distinction entre système de jeu et système de résolution, elle est de moi en fait. Donc c'est moi qu'il faut taper en fait. Moi je pense qu'elle est pas bonne parce que par exemple elle n'explique pas effectivement les conflits que vient de citer Picard. À savoir quand deux joueurs se battent pour la narration, je pense qu'il y a un vrai problème dans cette distinction. On voit bien ce qu'elle veut dire. Pour dire, regardez, il existe d'autres systèmes de jeu au sens il existe autre chose que le jeu de rôle classique. Parce qu'à la base, en fait, si j'ai publié... T'as les musards des 1000 marches qui est du traditionnel ou t'as du freestyle, tu utilises le système de résolution pour accaparer la narration. Non, mais clairement. Mais c'est très Mais complexe. vous me dites si vous voulez que on arrête le podcast parce que le système de résolution n'existe pas. Non, c'est la définition De qu'on toute en façon, donne. ça sert à rien. C'est la définition qu'on en donne qui doit être... elle est trop floue, je pense. Shadow veut dire Shadow. quelque chose. Ah non, mais quand tu as dit de toute façon ça sert à rien en parlant du système de résolution ou quoi que ce soit, moi j'ai une question pour relancer un petit peu le débat. C'est est-ce que finalement on peut, parce que les gens écoutent en créant leur jeu, ils veulent des informations. Est-ce qu'on peut tout de même créer un bon jeu si notre système de résolution est un peu raté? Parce que je connais beaucoup de maîtres de jeu qui estiment que le système de résolution est un peu raté, se l'approprient et du coup le jeu est bon. Malgré il tout. le mélange, il Donc le je change. pose la question en fait. Voilà, c'est ça. Je veux dire, Est-ce dans que- ton oui, mais- cas, ces maîtres de jeu changent les règles D'accord. pour que ça leur convienne. Donc le système n'est plus C'est-à-dire raté. Quelqu'un a édité, a publié en fait son jeu avec un système de résolution moyen et pourtant ce jeu va marcher. Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien Oui, sûr. oui, non, Donc, mais justement. est-ce que finalement le système de résolution est important pour tous les jeux? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, assez... Voilà, vas-y, Pika. Alors moi je crois qu'en fait
un des rôles du système de résolution, ça va être d'aider les joueurs à pouvoir respecter ton propos et ton univers et à pouvoir l'explorer facilement. C'est-à-dire que si tu as fait un système de résolution donc, qui est bien approprié à ton propos, les joueurs, en fournissant peu d'efforts, feront une bonne partie et en fournissant des efforts supplémentaires, feront une excellente partie. Et pour moi, c'est justement le rôle d'un système de résolution. Et si tu crées un système de résolution qui ne soutient pas ton univers, cas typique. C'est un peu tiré sur l'ambulance, mais le cas typique où tu vas faire un jeu où tu te contentes de faire une liste de compétences, tu fais de la résolution de tâches. On peut citer Kuro par exemple. Non, ça fait le job. Tu vas avoir même à la limite le système Chaosium. Supposons on aurait joué à Cthulhu, mais sans la santé mentale, qui est vraiment le truc qui twiste complètement. On joue à Cthulhu que avec les compétences. On joue pas à Cthulhu. Tu vois. Tu vois l'importance du système de résolution, parce qu'il a fallu qu'ils trouvent un truc dans le système de résolution qui servait vraiment le propos du jeu. C'était de rajouter cette jauge en plus, quoi. Je comprends tout à fait ce que tu dis, l'importance du système de résolution. Maintenant, moi, je te parle de l'importance du système pour le succès du jeu, pas pour. Justement, est-ce que tu penses que Cthulhu aurait marché s'il n'y avait pas eu la santé mentale? C'est la grosse nouveauté du jeu. Bien sûr, mais là on prend un jeu et moi je voulais interpeller Olivier là-dessus parce que je sais qu'il a l'habitude de prendre un jeu, de l'adapter et a priori il passe d'excellentes parties et il arrive à juger si un jeu est bon avec son adaptation, voilà. Donc, Olivier. Voilà pourquoi je pose cette question à la base. Donc oui, c'est clair que mon habitude est celle de ma table et celle-là. Quelque temps avant une partie, on se définit qu'est-ce qu'on aura envie de jouer le week-end prochain. Et dans la préparation, pour moi, il y a rarement quelque chose de sacré, donc je peux tout à fait modifier le système de résolution, tout comme je modifie l'univers. Je trouve que le meneur de jeu garde cette possibilité de violer le jeu, quoi. S'approprier le monde. Donc, tant mieux si on lance ce débat, parce que je suis vraiment prêt à assumer cette position, c'est pas un problème pour moi. Pour moi non plus, parce que je suis d'accord avec toi en fait. Ah d'accord, je suis sûr. Parce que je sais que Romaric et Flavie, selon vous, en général, si on modifie le système de jeu, on n'y joue plus. Absolument. On joue plus vraiment au jeu. C'est plus le jeu de l'auteur en tout cas. Vas-y, joue à Influenza en mode jeu MJ classique. Tu joues en fait, tu joues à Milvaux, tu joues plus à Influenza. C'est évident. En fait, après, juste pour redonner la parole à Olivier. Surtout que c'est marrant parce que Olivier justement a joué une fois à Milvaux et il a vachement modifié justement le système. De toute façon, quand tu écris ton système de résolution, tu sais que tu sais très bien qu'une fois que tu as donné le bouquin au MJ, de toute façon, tu vas pas lui braquer un flingue sur la tempe pour qu'il joue by the book. Joue comme ça, fais pas chier. S'il a envie de, tout ce que tu peux faire, c'est mettre toutes tes petites cellules grises pour faire un système de résolution qui soit suffisamment approprié à ton propos pour que le MJ n'ait pas envie de le modifier. Se dire non, là le système, il y a tout ce que il y a tout ce que je veux dans le système, j'ai rien besoin de rajouter pour que ça marche et donc je peux jouer sans faire ces fameuses règles maison. J'ai pas besoin de faire de règles maison parce que le jeu by the book tourne. Et je vais finir un tout dernier exemple. On avait testé un jeu qui nous avait vachement laissé sur notre faim. C'était une première version d'un jeu qui s'appelle Nemedia, où t'es censé jouer des barbares celtiques ultra puissants. Sauf que c'était en système Chaosium. Et en fait, à la création, ta carac la plus forte était à 30%. T'es censé jouer un barbare surpuissant, mais t'as 30% en hache. Là, de toute façon, le système de résolution, tu ne pouvais pas y jouer by the book parce que tu respectais pas l'intention. Et donc, tu étais obligé en tant que MJ, de toute façon, tu n'avais pas d'autre choix que de rebosser le système.
Donc Olivier. Bon, j'ai toute une série de réflexions à propos de tout ça. Je rassure tout le monde sur le fait que à Dogs, j'essaie quand même de jouer by the book. Hein. Donc effectivement. Sans le respect pour le jeu. Ça va, alors tout va bien. Polaris également, mais je crois que je vois pas beaucoup d'autres cas où j'ai respecté strictement les règles. Bah ouf. Je pense d'abord que enfin, ça va être un thème qui va revenir chez moi souvent si je dois approfondir cette question, c'est l'idée de faire confiance au meneur de jeu. Parce que le meneur de jeu est souvent assez intelligent pour modifier l'univers sans le bousiller complètement. Et il arrive aussi que... Oui, effectivement, là je parle dans le jeu de rôle traditionnel, effectivement. Et donc... Je te coupe un tout petit truc. Parce qu'en fait, ce que tu juste... c'est normal, parce qu'en fait, là tu dis Dogs, j'y joue by the book. C'est parce que Dogs... C'est un jeu à autorité partagée et le principe d'un jeu à autorité partagée, c'est justement que le MJ n'est pas au-dessus des règles. Et le principe d'un jeu de rôle traditionnel, c'est que le MJ, système de résolution, il peut s'en tamponner le coquillard s'il veut. Ok, j'ose à peine citer des noms, mais je dois vous dire qu'il existe même des jeux autorité partagée, où au début avec la table, après souvent avoir testé une première fois by the book, on décide de changer telle et telle règle parce qu'on estime que ce sera mieux comme ça. Je voudrais aussi souligner que le fait que le système de résolution, je pense que c'est pas pour rien que des auteurs vont avoir tendance à défendre à ce point le système de résolution, c'est parce que effectivement le système de résolution d'une certaine façon va t'emprisonner dans le propos que l'auteur a voulu pour son jeu. Et c'est souvent une bonne chose, mais en t'emprisonnant de cette façon, j'utilise le terme emprisonner, peut-être à tort, on me le dira, mais en t'emprisonnant de cette façon, il t'empêche de réutiliser plus largement l'univers. Et c'est une critique qu'on a entendue à propos du jeu de Fabien Monostatos, où l'univers donnait très envie à certains meneurs de jeu d'aller exploiter d'autres aspects de l'univers et leur donner envie finalement. Ils se disaient, mon Dieu, il y a tellement d'idées géniales dans la description de l'univers que c'est vrai, on a envie de juste faire un scénar dans une tour où on n'affronte pas du tout Monostatos. Voilà. Pas besoin de résoudre les problématiques, mais déjà explorer l'univers. Et où on s'intéresse à autre chose. Et le système est là pour nous coincer dans un certain type de situation. Et vous remarquerez que des jeux à très grande campagne, souvent, et qui ont beaucoup de succès, c'est des jeux qui emprisonnent moins dans un thème et qui vont permettre d'aborder des choses et des situations très différentes. Par exemple, je peux faire une longue campagne à L5R où selon le climat à la table et l'envie, on va avoir un moment dans L5R une enquête, ambiance roman noir, très glauque, je mets mes pieds dans la boue, et un petit peu plus tard, on va gérer une situation plus héroïque où il va y avoir des situations de tension politique où les joueurs vont être beaucoup plus dans un dialogue diplomatique. J'ai assez énervé tout le monde, donc j'attends les réponses. Ils se revoient aller voir des regards noirs, regardez tous Olivier. Donc Aloïs, c'est des trucs un peu antérieurs à cette intervention que j'ai envie de dire. Déjà, quand on a en cuisine une devise, un proverbe qui est donne une recette à un cuisinier et t'en sors deux. C'est-à-dire que pour le jeu de rôle, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire tu peux avoir la base by the rules et tu peux avoir le jeu que toi t'en fais. Je pense que ce problème-là, il est lié à la deuxième chose que je dis, c'est qu'il y a un problème de contrat entre l'auteur et le maître du jeu, en fait. Si le maître du jeu il sent le besoin de modifier l'univers, c'est qu'il y a un problème de communication entre lui et celui qui lui vend le jeu. Hein ? Non, je parle de l'ensemble du système. S'il a besoin de modifier quelques points que ce soit, c'est que l'auteur, c'est pas forcément la faute de l'auteur, c'est que l'auteur et le maître du jeu sont pas d'accord sur ce qu'ils attendent de ce jeu, en fait. Voilà, c'est ça, ils ont pas la même envie de partie. Voilà, l'auteur ne parlez pas en dehors du micro. Comment tu résous ce problème quand tu rédiges ton jeu? Aloïs. Je pense en échange de micro, tout ça. Je pense que c'est un contrat qui doit se faire avant l'acquisition du jeu par le maître, en fait. Et du coup, pour moi, faudrait déjà, rien qu'à sur la 4e de couverture, dire on est là pour ça. Si vous voulez faire autre chose, achetez un autre jeu, quoi. Alors, alors Pika dit que ça suffit pas.
je dis pas que ça suffit, mais je dis que déjà faudrait au moins faire ça pour que le MJ sache clairement ce qu'il achète et pourquoi il l'achète. Olivier. Donc oui, on est toujours dans le cadre des jeux avec MJ évidemment, mais il y a finalement quelque chose de l'ordre du presque, je veux dire, on dirait dans ce que vous m'expliquez que l'auteur est un MJ qui n'est pas là. Un MJ qui, à distance, doit pouvoir faire en sorte que chaque table soit pareille. Je pense que il faut pas avoir peur de laisser la table, parce que c'est pas toujours le MJ, mais c'est souvent la table, s'approprier le propos. J'ai des jeux en tête où, par exemple, un système de résolution ne permettait pas de grader en fonction de la table trouvait qu'il était plus intéressant qu'on puisse doser la difficulté, et donc alors que ce jeu ne le permet pas et que l'auteur n'a sans doute certainement pas voulu, on a choisi qu'il était nécessaire que la table puisse doser des niveaux de difficulté. Mais Olivier, juste après je te laisse Romaric, je pense qu'un auteur quand il crée un jeu, il a un objectif qui est clair, dit moi je veux que mon jeu fasse tel type de partie. Donc cela me semble logique qu'il fasse des règles, un cadrage pour que chaque partie réalisée par n'importe qui, le système fonctionne pour que, oui, la partie que j'ai voulu faire, elle est bonne, c'est bien ça. Je voulais vivre du drame avec des joueurs qui s'entre-déchirent. Je fais un système pour que, pour toutes les parties possibles que n'importe qui veut jouer, ce sera toujours comme ça. Après, t'as aussi ce côté, toi, en tant que joueur, c'est que tu es peut-être plus attaché, en fin de compte, à l'univers et non à quand tu achètes un jeu de rôle, tu vas pas être intéressé par la proposition de création de jeu du jeu, mais plus par l'univers qui est autour. Et ensuite, tu vas t'approprier l'univers. Je sais pas justement. Parce que l'univers te propose de créer à l'intérieur. Voilà. Et toi, tu connais bien ta table, tu connais comment vous fonctionnez. Donc, je fais, moi, l'univers, la couleur qui dit est vachement bien. Et je vais adapter de façon à ce que ça fonctionne avec ma table pour le type de partie que l'on aime. Est-ce que toi, quand tu achètes un jeu de rôle, est-ce que ce qui t'intéresse, c'est le résultat que ce jeu va donner, ou non, c'est la couleur, l'univers, le canon esthétique qui va dire, oui, ce jeu-là, je l'achète. Ou ce jeu-là, je le maîtrise. Les deux vont avoir beaucoup d'importance. Nouveau, selon le jeu dont on parle. Un de mes jeux préférés, c'est depuis peu Polaris. En fait, depuis qu'on l'a testé ici à la cellule. J'en ai refait quelques parties et j'ai vraiment été satisfait. Aussi bien parce qu'il y a un univers qui m'inspire beaucoup que parce qu'il y a une façon de résoudre les enjeux. Et comme disais tout à l'heure, Polaris, tu n'as rien touché. T'as raison, oui. Voilà, c'est ça. Polaris, tu as suffisamment de respect pour ce jeu. Mais c'est exactement ce que je veux, c'est exactement de façon de jouer, donc je n'y touche pas. Alors que sur les jeux où tu modifies les règles pour l'adapter à ta table. J'ai un commentaire, Picard, avant de répondre. Alors là, il y a la partout, j'ai juste laissé répondre Olivier. Justement. Alors, je vais te dire le fond de ma pensée à propos de Polaris, tout en ayant dit juste avant que c'était un des jeux que je préférais. Je pense que ça devient répétitif. Beaucoup plus rapidement qu'un jeu qui emprisonne moins le propos. Et donc, si je veux mener, j'ai eu des habitudes de campagne de 4 ans dans L5R où on se lassait jamais parce que on pouvait toujours amener et adapter davantage le propos qui était plus malléable. Je pense que je pourrais faire une campagne de Polaris, mener vraiment un personnage jusqu'au bout en ayant fait 5-10 parties, et ensuite, j'aurais pas envie de rester dans cet univers. Alors vous allez me dire, t'as qu'à jouer à un autre jeu ensuite, mais non. Parfois, on a envie de garder le personnage et d'utiliser le passif qu'on a eu dans des parties précédentes pour avoir une campagne de très long terme où des propos différents se glissent au fur et à mesure que le groupe évolue ensemble. Alors, il y a Loïs qui veut dire quelque chose rapidement. J'en ai pour 2 secondes justement ce que tu dis. Enfin, pour faire une métaphore, c'est quand même. Tu prends une pierre, tu peux la sculpter une fois. Après, tu peux toujours réduire, mais tu peux la sculpter qu'une fois. Tu prends de la pâte à modeler, t'as beau écarter des trucs, tu peux les remettre après. Et justement, la malléabilité d'un jeu, elle permet ça. Enfin, la malléabilité du propos. D'accord. Romaric. Moi, je voulais juste dire que dans toute cette conversation, il y a un truc aussi, c'est évidemment changer le système. Oui, mais à quel point ? C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe. Vous connaissez le paradoxe Sorite ? C'est-à-dire, t'as un cheveu, t'es chauve ou pas ?
T'as 2 cheveux, t'es chauve ou pas? T'as 3 cheveux, t'es chauve ou pas? Et puis tu continues comme ça à énumérer le nombre de cheveux, et puis à un moment donné, on sait plus, ça devient flou, etc. Bah là, c'est pareil. Avec le système de résolution, tu peux le modifier un petit peu. Je veux dire, dans ce sens, le fait que tes joueurs ils gagnent 3 points de BM sur leur haploïde au cours de Sens Renaissance, ou 2 points, bien que le livre te dise qu'ils en gagnent 3, ça ne change rien du tout. Mais si dans Sens, ça on ne change change rien. environ l'immersion, est-ce que tu joues toujours à Sens? Ah, mais là, justement, je suis en train de me demander si l'immersion, ça fait pas plutôt partie du système de jeu, parce que l'immersion Mécanique, il y a des points, il y a des chiffres. Et là, justement, je suis pas sûr qu'un système de jeu, il y ait forcément une absence de chiffres, justement. Alors, j'ai fait. Alors, je vais vous laisser finir cette conversation, parce que moi, je crois avoir trouvé ma résolution sur l'histoire de système de résolution et système on de va jeu revenir après. de mon côté tout de suite. Donc Pika. Peut-être, enfin, je vais pas avoir l'audace de dire que ça va conclure le truc sur pourquoi les maîtres de jeu trafiquent les systèmes de résolution. Souvent par simplicité. Alors, je pense que si tu es auteur, si tu as travaillé et que tu penses avoir obtenu un système de résolution qui te paraissait au mieux approprié à ton propos, à ton univers, tu dis ouais, j'ai fait un super système de résolution. Du coup, ma question c'est comment je fais pour que le MJ respecte mon système de résolution. Alors, ma position, je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Simple et accessible. Non, c'est pas ça. Ma position, c'est que quand tu rédiges tes règles, en fait, ce serait de justifier chaque point de règle. Je dis, si, par exemple, si le fait que quand tu combats si par exemple tu fais des tirades qui sont si tu dis tes traits à haute voix lors d'un combat, ça te donne des bonus, c'est parce que je voulais des combats en ambiance shonen où les personnages tout en battant vident leur sac. Très bien. Donc, mais alors j'ai lu, enfin je crois que tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, mais justifier chaque voilà. Moi ma position c'est justifier chaque partie, chaque molécule de votre système de résolution. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Donc à la cellule, il y en a certains qui savent que en ce moment je m'intéresse pas mal aux théories du jeu vidéo. Et j'ai un bouquin dans lequel on nous dit clairement, un bouquin de game design qui nous sort. À aucun moment on ne doit sacrifier. Non. Il est largement toléré de sacrifier le système à l'auge du fun, à l'hôtel du fun. C'est-à-dire que quelle connerie ça. Bah, en jeu vidéo, ça fonctionne. Oui, en jeu vidéo peut-être. En jeu vidéo, ça fonctionne bien. Oui. Ce que fait le MJ justement, c'est il viole clairement le système de règles dans le cadre d'Olivier pour améliorer le plaisir que prend sa table. Et moi, je pense pas que ce soit quelque chose de forcément mauvais. Olivier qui Après, veut répondre. ça dépend du jeu. Enfin, violer, j'entends juste enlever des parties, faire violence. Quoi. Et je tiens à préciser que c'est rarement pour simplifier. Même si c'est jamais pour compliquer non plus, mais c'est parfois pour, par exemple, adapter. Si on veut qu'il y ait plus de hasard, on va augmenter. Je veux dire, là je dis un truc qui correspond à rien, qui correspond à rien de réel, mais imaginons un cas où tu vas décider d'augmenter les marges où les réussites et les échecs critiques sont possibles parce que tu as envie d'une situation plus aléatoire, plus dangereuse, où le hasard est moins maîtrisé. Mais en fait, tu ne tords pas tout le propos, mais tu décides d'en changer quelque chose ou quelques parties. Justement, le fun tel qu'il est défini dans le bouquin dont je parle, c'est pas forcément juste, c'est la prise de plaisir, mais pas forcément au sens de s'amuser. Si tu joues à Silent Hill et que tu flippes, ça fait partie du fun du jeu. Alors moi, je parlerai pas de fun, je parlerai d'expérience. Oui, si ça améliore ton expérience du jeu. Voilà, ouais, c'est ça. Le fun, c'est parce que le fun, le problème, c'est qu'on a l'impression que le but, c'est de rigoler, de se marrer. Alors il faudrait modifier par exemple. C'est pas toujours le cas, quoi. Il faudrait modifier par exemple le système grave d'Inflorenza pour rigoler. Allez, foutons-nous de la gueule de ces paysans. C'est un terme qu'en France on trouve pas adapté parce qu'on utilise fun pour l'amusement, ce qui est pas forcément un toujours jeu. le cas. Un jeu, ça peut être grave, et l'expérience pour autant être excellente. C'est juste que le fun tel qu'il est défini dans le bouquin, c'est l'expérience. Voilà, c'est ça. C'est juste que c'est la loi des 4 F, c'est le fun, le fond, la forme, et j'oublie toujours le 4e parce que j'ai la fête. Ouais, c'est ça, faites la fête. Mais alors, bon, ça. Un jeu vidéo préexiste. Moi, ce dont je parle, c'est moins de fun que de possibilité de s'approprier le propos.
C'est juste ça que je veux dire, c'est que au travers des règles comme au travers de l'univers, il faut pas s'étonner que chacun s'approprie le propos. Et si on parie sur le fait que les gens qui vont lire le jeu de rôle vont être suffisamment intelligents pour comprendre pourquoi les choses sont là, ou qu'on leur aura suffisamment bien expliqué, je ne crois pas qu'on ait des raisons de regretter qu'ils s'approprient le propos. Tu reviens sur ce que disait Picard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on justifie une règle d'un système de résolution, le MJ, à partir de cette justification, va pouvoir dire « Ah bah tiens, avec ma table, ce système, le système de résolution ne marche pas pour aller dans le sens de l'auteur. Je pourrais peut-être faire ça plus tôt, et du coup, je irais plus dans le sens de l'auteur, et l'auteur serait satisfait, parce que limite, le jeu serait amélioré, tu vois. Il pourrait même envoyer une petite note à l'auteur en disant « Tiens, regarde, par rapport à l'intention que tu avais, j'ai trouvé ça, est-ce que tu trouves que c'est pas mieux ?» Et moi, ça m'arrive, par exemple, dans Sens, typiquement, sur le forum à la cellule, les gens viennent, ils me disent « Ah, mais tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire ça, etc. » Et ça m'arrive très souvent de dire « Ah putain, c'est mieux que ce que j'ai pensé. » Et ça marche. Donc, c'est, à mon avis, la solution de Pika qui est que le système de résolution et chaque étape du système de résolution doit être justifiée par l'auteur. C'est très très bon. Et c'est à mon avis, s'il y avait qu'une chose à retenir de ce podcast, ce serait ça. C'est-à-dire si vous êtes en train de créer, non mais s'il n'y en avait qu'une. Depuis quand on doit se justifier à nos joueurs ? C'est la thématique que j'emporterais sur une île déserte après avoir écouté ce podcast. Ben moi je te dirais que c'est un podcast garage. N'oubliez pas que nous faisons ça pour des auteurs qui souhaitent créer des jeux. Mais justement. Et justement, j'aimerais intervenir là-dessus. Maintenant, admettons, moi, je suis auteur, je me comprends pas, entre guillemets. J'ai l'impression que je tiens un univers excellent, où vraiment il y a quelque chose à faire. Je vois où je veux emmener mes joueurs, etc. Mais les systèmes de résolution, c'est pas mon truc. Ouais. Parce que je suis un créatif et j'ai l'impression que tous ces chiffres, etc., c'est pas mon domaine. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors, justement, merci pour cette transition. Ouais. Justement, c'est ce que je voulais lancer. Alors, avant de partir sur savoir quel système. Je dirais, j'ai créé mon jeu, j'ai mon univers, je sais exactement ce que je veux faire. Maintenant, je voudrais savoir, vous qui avez réfléchi, qui avez créé des jeux, comment un auteur peut-il appréhender son jeu de rôle sans avoir un seul système de résolution ? C'est-à-dire qu'il a bien son univers, il sait ce qu'il veut, mais il sait pas comment résoudre les actions, résoudre les conflits, résoudre les nœuds. Dire comment appréhender ça pour un auteur ? Écris un livre. Écris un livre. Fais pas un jeu, fais un livre. Ouais, c'est dire que si finalement tout ce que tu as c'est de la fiction linéaire, tu crées pas un jeu de rôle, quoi. Alors non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, moi quand j'ai pensé à faire Mao Shoujo, on me dit tiens j'ai Mao Shoujo, je sais exactement ce que je veux faire comme type de jeu, je sais exactement quel type d'histoire, je sais exactement quel type de scène je veux. Mais pour pouvoir faire un playtest, il y a un moment me dire il me faut bien un système de résolution. Donc comment dire comment je vais faire pour faire mes choix dans le système de résolution, sachant que pour l'instant, le jeu, il est que dans ma tête et il est toujours pas jouable. Comment faire pour le rendre jouable rapidement ? Moi, on m'a donné un conseil qui était sur Silent Drift, qui était prends un système de base, teste, vois ce que ça donne et ensuite améliore la chose. Pika. Moi, j'ai 2 autres propositions. Il y en a une qui est éventuellement, pour répondre à Shadow, au pire du pire... je pense que et ça se fait quand même beaucoup, surtout dans le jeu édité. Tu prends ton téléphone, ta boîte mail et tu vas voir des gens dont tu apprécies le travail et qui peut-être vont t'aider à faire le système, peut-être qu'ils vont te l'écrire. Mais attention, ça veut dire que ces personnes, il faut clairement les briefer sur ton propos, sur ton intention, et pour t'assurer que les personnes te servent un système une mécanique qui serve ton propos. Moi, je suis persuadé. Enfin, je veux dire, des jeux, ça peut s'écrire à plusieurs, quoi. Il y a un biais dans la question de Shadow. C'est que si t'as un univers, tu sais ce que tu veux y faire. Donc t'as déjà un système. Si par exemple tu fais un univers, si, mais non, bien sûr non, que si. pas forcément. Moi je pense que tu peux avoir un univers, tu peux avoir un propos, mais ne pas savoir parce que c'est pas ton domaine de réflexion, ne pas savoir comment créer des mécaniques qui servent ton univers et ton propos. Moi, ce problème pour moi il existe. Et moi je citerai personne, mais j'ai déjà été contacté par des auteurs. Oh là, qu'est-ce qu'il fait là lui Qu'est-ce qu'il fait là? Le premier conseil, Adrien, tester des jeux. Ben ouais, c'est con, hein, mais si tu veux avoir des idées de système, si tu veux créer des systèmes, que tu as des idées d'univers, il faut que tu aies testé des jeux pour avoir des idées de système. C'est John Wick, play lots of games. Play lots of games. Non mais je suis persuadé qu'il y a un biais dans la question que nous pose Shadow. C'est que dire, si j'ai un univers,
Me dis pas que t'as un univers et que tu sais pas quoi faire dedans. C'est pas vrai. Quand tu crées un univers, steampunk horrifique, tu sais très bien que c'est pour faire de l'horreur à l'intérieur. Tu sais, moi je me pose toujours la question. J'ai déjà 3 systèmes en route, rien que pour le seul univers de Milvaux. Hein. Donc pour moi, c'est pas tranché. Hein. En tant qu'auteur d'univers, je suis jamais sûr de ce que je veux faire dans mon. Mais l'univers, c'est le mon système. propos, il est flottant. Mon système de résolution, il est flottant. Mais l'univers de Milvaux, c'est le système. C'est ton système. C'est-à-dire qu'en fait, on crée pas. Justement, la première erreur, c'est ça. C'est d'aller créer un univers ex nihilo sans penser au système. C'est-à-dire que les deux doivent se créer en parallèle. C'est pas d'abord je crée un univers et ensuite un système de résolution ou un système de jeu. C'est je crée un univers pour un propos et donc un système de résolution et de jeu dans le sens de l'univers et du propos. Pour une partie qui allait durer le temps d'un week-end, on a créé des règles avec les amis pour reprendre l'univers de la Horde du Contrevent. Donc il y avait bien un univers qui préexistait et on se demandait comment... Mais on avait déjà une idée précise de ce qu'on attendait, évidemment. On avait l'idée du fait qu'on voulait que les gens à l'avant de la Horde retiennent le vent pour protéger ceux derrière, qu'ils aient des choix à faire difficiles pour définir la trace par laquelle ils vont pouvoir progresser contre le vent. On savait qu'il fallait que l'épuisement soit au centre de la partie et qu'on parvienne à faire en sorte que les joueurs ressentent l'épuisement pendant la partie. Après, c'est vrai que tu ne sais pas forcément comment ça va pouvoir se traduire précisément en termes de système de résolution. Je pense que j'utilise bien ici. Oui. Moi, je pense qu'il y a un biais, c'est que de croire que l'univers et le système de jeu sont détachés, ou en tout cas sont différents, c'est exactement comme dire le monde pourrait exister sans des êtres humains pour le penser. Ce qui compte, c'est pas l'univers en lui-même, ça n'existe pas l'univers en lui-même, c'est la façon dont on l'explore qui fait l'univers. Bien entendu, mais c'est pour ça que je t'explique un cheminement intellectuel où je te dis pas on avait un univers, c'est-à-dire un bouquin et on voulait rejouer exactement le bouquin, ça n'aurait pas d'intérêt, mais on avait un bouquin et on voulait explorer l'idée d'épuisement, on voulait explorer l'idée de protéger les autres, ainsi de suite. Donc on avait ces idées générales, mais après, de là à avoir créé un véritable système de résolution, il y a un vrai pas où sans avoir joué à des jeux très différents, sans avoir testé des tas de systèmes très différents, tu sais pas forcément quoi faire et tu pourras avoir juste la tendance de mettre des saloperies de pourcentage et de te contenter de ça pour essayer de régler mais là, du coup, il faut suivre le conseil d'Adrien, il faut en tester plein et comme ça, tu apprends. Oui, c'est le conseil, c'est le meilleur conseil qui existe. Mais je pense qu'il est... Autour de cette table, il est quand même relativement admis que le système de jeu et l'univers, le système de résolution et l'univers, pardon, sont liés, que c'est difficile. Tout est lié. Oui, on est d'accord. C'est pour ça que c'est très difficile. Ça doit se concevoir comme un ensemble. C'est pas le cas dans tous les types de jeux. En jeu de plateau, souvent. On peut avoir l'exemple où les Américains ils vont prendre un sujet, ils vont faire un jeu à ce sujet, et les Allemands ils vont faire une mécanique et après ils vont mettre la couleur dessus. Ça peut arriver aussi. Ouais. Dans le jeu de rôle, je pense que certes, il faut concevoir faut concevoir un ensemble, mais qu'il y a des gens qui ont plus de mal avec une partie ou l'autre. Et donc, du coup, je rejoins relativement Pika sur le fait qu'on peut très bien avoir un univers sans avoir de système. Voilà, sans avoir de système exactement défini. On peut avoir une ou deux idées comme ça, mais pas de quoi faire un jeu. En tant que tel. Ouais. Moi, je regarde pour Mao Shoujo. Quand j'ai bossé sur Mao Shoujo, je savais en gros qu'est-ce que je voulais dans mon jeu, mais malgré que j'ai bien posé ce que je voulais faire, le système de résolution, j'ai jamais réussi à le pondre. Non, mais j'ai un argument imparable. Si vous pensiez l'univers et le système de façon détachée, vous feriez pierre par pierre, je dis bien pierre par pierre, une description de votre univers. Vous décririez chaque fait de votre univers. C'est-à-dire que vous diriez, à tel endroit, il y a une montagne, à tel endroit, il y a des gens, à tel endroit. Milvaux, ton univers, tu ne l'as pas créé comme ça. Tu m'as pas quand même fait une carte, y compris qui prend en compte l'Amérique, les poissons au fond de l'océan, l'intégralité de l'univers. Tu vois, au sens physique du terme. Mais c'est n'importe quoi. T'as pensé ton univers. Alors là, putain, je me lève. Tu as pensé ton univers. Tu as pensé ton univers pour que les joueurs l'explorent d'une certaine façon. Tu as pensé ton univers pour qu'il y ait des arbres nucléaires, des ruines dans lesquelles le danger est omniprésent. Tu as pensé ton univers pour une expérience explorative. Si ça peut aider, je vais te dire que en fait, c'est vrai que tu as raison. Mais oui. En fait,
Juste, si ça peut aider, quand j'ai eu la première idée de Milvaux, j'avais juste, c'est dans le futur, à la forêt, à tout envahi, c'est l'anarchie et l'endroit est hanté. Et au début, ce qu'on a fait, on a pris des feuilles de perso de l'appel de Cthulhu. J'ai dit, j'ai dit à mes joueurs, j'aurais donné que ça. Ils avaient que ça parce que moi-même dans ma tête, il y avait rien d'autre. On a créé des persos avec système d'appel de Cthulhu. Et puis on a commencé à jouer. Et c'est vrai que finalement, en fait, on a exploré. Et donc, de toute façon, pour créer ton système de résolution, on a parlé de brainstorming. Parce que ce que Olivier nous explique, c'est qu'en fait, il liste son cahier des charges. Hein, mon propos, c'est un cahier des charges en fait. Je veux je veux qu'il y ait de l'épuisement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des règles d'attrition. S'il y a des règles d'attrition, ça veut dire que je vais remettre en place une jauge. Des points qu'on va perdre, ou alors il y aura des ressources à gérer et tout ça. D'accord. Alors dans les jeux que je connais, où est-ce qu'il y a des jeux qui gèrent l'attrition? D'accord. Qu'est-ce que je récupère? Éventuellement, je dis n'importe quoi. Ah tiens, oui, mais alors moi je veux faire, c'est pas n'importe quelle attrition. Dans mon jeu, en fait, les personnages meurent de soif. Ah tiens, si mon système c'était un verre rempli d'eau, et en fait, à chaque fois que tu veux faire une action, t'es obligé de boire une gorgée, tu vois. Clac, et puis ça fait comme ça. L'alcool, ce serait pas mal. Bon, et puis évidemment, le brainstorming se complète bien. Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Quand on lit Ben Lehman, par exemple, il n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est quand même pas mal, c'est l'écriture itérative. C'est-à-dire, je réfléchis, je playtest. Je réfléchis, je playtest, aller-retour, table, papier, bien sûr. Et pour finir, et après je vais laisser la parole à Loïs. Désolé, comme toujours, j'accapare beaucoup la parole. Il y a une technique de brainstorming que j'aime bien parce que je trouve qu'elle vous permet à la fois de développer votre système de résolution, mais aussi de le rédiger, parce que les meilleurs systèmes de résolution du monde peuvent être une vraie calamité si vous savez pas comment les rédiger. Enfin, moi, je trouve qu'il y a rien de plus dur, de plus balèze, de plus transpirant du cul que d'écrire un système de résolution qui soit compris par les joueurs. Moi, je trouve ça vachement dur. C'est un concept que nous avait expliqué Michael Jeannot, l'auteur de Pirates sur Silent Drift, où en fait il se fait une FAQ, c'est-à-dire il se pose des questions, par exemple à quoi ça sert qu'est-ce que je peux faire avec la compétence tuer dans Pirate, t'as une compétence qui s'appelle tuer par exemple, et puis il y répond à quoi ça sert de ramasser des trésors, et il y répond et tout, et ainsi de suite. Et en fait tu te rends compte que tu peux facilement placer tes questions, ça peut être tes points du cahier des charges, tu y réponds par le système, et puis en plus après ta rédaction du système de résolution quelque part elle est faite en même temps que le brainstorming, c'est assez organique. Une fois que tu as tout ça, que ça tourne en jeu. En plus, ce qui est génial, c'est que généralement, lui, il récupère les questions des joueurs. C'est-à-dire que quand il doit expliquer son système de résolution aux joueurs, ou tout simplement quand les joueurs, parce que l'intérêt des fois, quand tu playtest, c'est que tu te rends compte qu'une règle n'existe pas. Alors, il faut être très vigilant parce que les joueurs peuvent tout de suite la remplacer. Ce que dit Ben Lehman, c'est quand tu playtest, c'est que en fait une règle n'existe pas. Par exemple, tu te rends compte qu'il n'y a pas de, t'arrives à la fin de la partie, tu te rends compte qu'il n'y a pas de système d'expérience. T'as oublié de le mettre. T'as oublié de le mettre. Pour toi, c'est tellement évident. Et ça arrive, en fait, plein de fois. Ce que dit Ben Lehman, il dit normalement ne playtestez pas pour remplir des vides de système de résolution, parce qu'en fait, généralement, les joueurs trouvent une solution tout seuls, et en fait, on s'en rend même pas compte. Donc, ça veut dire que quand tu playtestes, il faut noter. Moi, quand je playteste, j'ai toujours une feuille, et en fait, si un joueur me dit pourquoi il n'y a pas de système d'expérience, je dis oh putain, et là, j'écris sur ma feuille de notes. Pourquoi il n'y a pas de système d'expérience? Ça va sur mon tableau de bord. Et moi, je note dans mon tableau de bord action, brainstorming, trouver un système d'expérience ou pas, entre parenthèses. Peut-être aussi, je vais me dire... Et c'est comme ça qu'à Inforesa, je me suis dit qu'il ne fallait pas de système d'expérience, ou plutôt qu'il en fallait un qui soit en fait que l'expérience soit à chaque seconde. Voilà, il faut lire cette. Allez sur. Donne la parole aussi un jour. Il faut lire l'article de Michael Jeannot sur sa technique d'élaboration de rédaction de Pirates, très intéressant, très bien. Ceci dit, c'est intéressant ce que dit Picard. Ah oui, non, c'est intéressant ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il peut parler? Je voulais en revenir à l'argument imparable de Rome. En fait, pour moi, certes,
Il peut être imparable, je sais pas, j'ai pas réfléchi à une réponse parce que pour moi en fait il était à côté de la plaque. Parce qu'en fait, justement, tu dis si on conçoit. Et toi, t'es à côté de ton micro. Oui, aussi. Si on conçoit les univers de façon et les systèmes de résolution comme étant séparés l'un de l'autre, on conçoit les choses de telle façon. Alors que justement, au contraire, avec Pika, on accepte le fait que les deux soient liés. On dit juste qu'au début, on n'a pas forcément une idée claire. Quand t'as fait ta première édition de Sens. Est-ce que tu savais est-ce que ton propos était aussi fortement servi par ton système? Sens Renaissance, oui. Je savais exactement quel univers je voulais. C'était un univers à la Alien. Oui, mais ton système. Et ton système de résolution. C'est ton système c'est sur ton système. Mon système de résolution. Eh bien, justement, je me suis demandé qu'est-ce qui ferait flipper les gens dans le vaisseau d'Alien? Qu'est-ce qui va poser problème? Et là, je voudrais en venir au sujet de fond. Comment savoir quel système de résolution prendre? Réfléchissez à ce qui doit résister, à ce qui doit poser problème. Parce que, au fond, qu'est-ce qu'un système de résolution? C'est quelque chose qui est là pour résoudre. Résoudre quoi? Résoudre un problème, résoudre une résistance. Le système de résolution, il est là quand quelque chose résiste. Et donc, du coup, si on veut créer un système de résolution, on doit d'abord se demander, mais où est-ce qu'on a des problèmes et où est-ce qu'on les dépasse, ces problèmes? Typiquement, je veux faire un jeu d'horreur. Si je me base, si l'horreur, elle est psychologique, le système de résolution doit nous amener à dépasser des blocages psychologiques. Si je veux faire un truc sur l'horreur physique, il faudra un système létal dans lequel le système de résolution, ce sera quelque chose basé autour du corps, etc. Quand j'ai créé Sens Renaissance le premier, j'avais un truc à la Alien. Donc j'ai mis des compétences genre le mécano, le lieutenant, le commandant, des compétences physiques, parce que je voulais de la peur physique et psychologique. Donc j'ai fait un système de résolution qui marchait autour du qui es-tu et que sais-tu faire? Et tu vois ce que je veux dire au niveau psychologique et physique. Je savais où j'allais parce que j'avais un univers et je savais ce que je voulais. Surtout, je savais ce que je voulais faire dedans. En fait, je n'avais même pas d'univers à l'époque. Je savais ce que je voulais faire dedans. Et grâce à ce que je voulais faire, je suis ce à quoi les joueurs devaient résister, contre quoi les joueurs devaient se battre, et donc quel système de résolution adapté. Olivier. Mais je pense qu'en fait, il y a vraiment moyen de résoudre ici la question, puisqu'il n'y a pas vraiment de désaccord. On gueule pour faire genre, j'ai bien compris. C'est la cellule, quoi. Mais en fait, on est peut-être d'accord. En écoutant ce qui a été dit, je pense pas qu'il y ait de désaccord de fond. On est tous d'accord sur le fait que tu ne penses pas un univers sans penser comment tu as envie de l'explorer et de le vivre, mais que par contre, l'étape suivante, celle où tu dois savoir quel système choisir, est une difficulté. Et pense à ce qui résiste, à ce qui doit résister. C'est un conseil très général. Est-ce que, moi c'est une proposition, est-ce que c'est quelque chose qu'on ferait d'évoquer par exemple quelques systèmes qui nous ont marqués dans des jeux qui existent déjà pour dire quel type de système on a eu l'impression qui soutenait quoi? Que chacun parle un peu de... Tu veux faire un catalogue là, tout de suite? Oui, l'idée de... On va faire un tour de table. J'ai oui, c'est vraiment une idée de catalogue que j'ai. Vas-y Olivier, c'était une idée. Je pense que par exemple on cite rarement Seven Sea, mais que l'idée que y ait 3 niveaux d'ennemis avec le vrai méchant, la brute et puis le sbire de base tout en bas que tu dégommes par pelleté, ça crée très bien l'effet héroïque. C'est quelque chose auquel je repense régulièrement. C'est exploité dans les 1000 marches aussi. Le système de Lacuna qui fait que tu vois petit à petit une jauge se remplir et que tu peux jeter autant de dés que tu veux, mais que tu sais qu'à un moment les dés viendront à manquer ou la situation deviendra critique. Ça me paraît aussi être quelque chose qu'on peut réadapter, réutiliser dans de nombreuses situations. Quelqu'un d'autre un exemple? Dogs in the Vineyard. Dans Dogs in the Vineyard, on voit que le système de résolution est au service d'une seule chose. La frustration et tôt ou tard l'utilisation de la violence pour l'obtention de son désir, c'est-à-dire ou de son jugement. C'est là que on mise des dés et puis à un moment donné on en a plus assez et là on est obligé de faire appel à la violence. Il y a une résistance en fait. On voit non mais les arguments ne passent plus. Alors du coup comme ça me résiste, eh bien tac j'utilise le système de résolution pour faire de la violence et je le flingue. Et tu vois et cette notion de résistance et de dépassement au service du propos, là en l'occurrence que jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour défendre un point? Est-ce que vous êtes même prêt à user de la violence? Là, ici, est parfaitement défendu par le système de résolution de Dogs. Adrien. Et les traits dans Dogs aussi sont très intéressants. Un autre exemple, Blitzstage. Adrien. Tout tourne autour des relations. Voilà. Le combat, c'est les relations, et ensuite tout le jeu, c'est les relations. Ça va être alterner des scènes où on les fait jouer pour les faire remonter, et des combats où on les met en jeu
En jeu, et qu'on s'est fait blaster, qu'on perd, et donc dès qu'on revient en relation, on a perdu quelque chose. Tout le système ne tourne qu'autour de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème qui se résout avec une compétence quelconque. Dès que tu veux faire quelque chose, c'est à quel point tu mets ton cœur, à quel point tu mets tes relations, que tu sois en armure de méca ou pas, en fait. Il y a tu peux jouer. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'un jeu, c'est quelque chose qu'on se fixe, c'est des épreuves que l'on se fixe de façon artificielle pour se dépasser. Je renvoie au podcast avec Trick Track, où c'est exactement la définition que donne Monsieur Fall du jeu en règle générale, et Dr Mobs. Il donne la définition du jeu en disant « Le jeu, c'est quelque chose de superficiel que les humains ont inventé pour se poser des enjeux et les dépasser. » Donc typiquement, le système de résolution, il est là pour 1. Cadrer des enjeux, 2. Les dépasser. Et en fonction, effectivement, Adrien a raison, dans BlizzStage, le fait que les relations soient les seuls objets d'enjeu et de dépassement, et que par exemple forcer une serrure pour rentrer dans la chambre de Nanami n'a aucun besoin d'un système de résolution, montre que le cœur du jeu et le cœur de l'univers, c'est les relations entre les personnages. Et c'est Shadow, excuse-moi, je vois pas le dépassement mais si, par rapport à BlizzStage. En fait, c'est la résistance. La résistance, elle est là. C'est que ce qui te résiste, c'est l'amour de machin. C'est le cœur de. Ce qui te résiste, c'est le cœur de machin. C'est le fait qu'ils ne veulent pas t'aimer, par exemple. C'est ça qui te résiste, et c'est ça que tu vas devoir dépasser. En fait, ce qui est digne d'intérêt, c'est ce qui te résiste. Ce qui ne te résiste pas, tu ne t'y intéresses pas. Et donc, du coup, fonction de ce que tu veux que les joueurs ce à quoi tu veux que les joueurs s'intéressent dans ton univers, tu vas poser un système de résolution. Si tu veux qu'ils s'intéressent aux relations entre les personnages, c'est là qu'ils vont avoir des difficultés. Voilà, c'est ça. D'accord, ça y est, je comprends mieux. Donc le système de résolution doit être pensé comme un mécanisme de défi des résistances, de dépassement des résistances. Et c'est ça le jeu, en règle générale, le jeu tout court. Alors, il y a Pika qui souhaiterait lancer une question, donc vas-y Pika. Lance-la, mais pas trop fort. Juste... J'ai d'esquive. Comment hobby, je trouve qu'on a bien fait le tour de la... tout ça, c'est la corrélation système de résolution intention, quoi. Est-ce qu'on pourrait aborder parce que en fait je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs, moi le premier, quand ils pensent au système de résolution, on va peut-être penser à des trucs beaucoup plus mécaniques, c'est-à-dire est-ce que mon système est trop simple ou trop compliqué, ou est-ce que mon système est équilibré? Est-ce qu'on peut parler de ces considérations un peu plus mathématiques? Alors. Enfin, pour moi, c'est des sujets importants. Pour moi, ces considérations sont intéressantes dans des mécaniques ludistes. C'est-à-dire au sens où ce qui va compter, c'est la compétition entre les joueurs et qui gagne et qui perd. Pour moi, c'est important, quelle que soit la démarche créative que tu veux soutenir. D'accord, ok. Moi, je suis pas compétent pour parler de ça. Surtout là, il y a eu pas mal à soulever par rapport à ce que tu as dit, donc on va commencer par Shadow. Justement, j'allais parler de toi en fait. Je t'entendais hier dire oui. Toi, Thomas, je crois. Oui, Thomas, oui. Jouer à un jeu où je jouais un personnage de 2 mètres, j'avais des compétences, j'étais costaud et tout, et puis je me retrouve en face d'un petit gars tout gringalet, et ils me mettent 2 tartes et ils me sèchent. Donc c'est qu'il y a un problème d'équilibrage à un moment dans le... Alors c'est pas moi, c'est Cédric, s'il te plaît, évite de confondre. C'était Cédric, peut-être, effectivement. Mais un gros bourrin qui c'était tard, je dirais même vert tôt. Parce qu'il y a un petit bonhomme qui l'a buté, c'est Cédric. Romaric est d'accord. Je plus, ouais. Donc voilà, effectivement, l'équilibrage, c'est extrêmement important. L'équilibrage est important. Aloïs Vas-y, interviens. Alors d'abord Adrien, alors. C'était juste pour, en fait, faut mettre en contexte peut-être parce que l'exemple de Shadow, ça dépend après à nouveau du propos du jeu. Enfin, un gamin qui peut mettre une tatane à un gros ton, c'est peut-être aussi dans les intentions du jeu. Mais sinon, enfin, pour revenir du coup en termes d'équilibrage, pour l'agence, qui est pas un jeu ludiste, où j'ai tout fait pour essayer d'enterrer les éléments ludistes, l'équilibrage est hyper important. Parce que en fait, c'est pour ne pas faire que toutes les missions sont perdues d'avance ou que toutes les missions sont réussies d'avance. Il faut qu'il y ait une part de hasard qui soit satisfaisante pour moi, auteur, et puis pour le ressenti des joueurs. En gros, dans l'agence, ce que l'on jette, c'est pas est-ce qu'on réussit ou rate une action, c'est combien de temps ça nous prend. Mais ça va avoir des retombées, et au final, on va réussir ou rater la mission. La notion d'équilibrage est pas bonne.
Parce que la notion d'équilibrage Game suppose que l'équilibre, oui, mais la notion d'équilibrage suppose qu'il y ait des joueurs qui soient sur un pied d'égalité. Or là, la notion d'équilibrage dont nous parle Adrien, c'est pas ça. C'est l'équilibrage entre les difficultés de l'enjeu et trucs. C'est ça. La notion d'équilibrage est floue en fait. C'est super en fait, compliqué. Là, l'équilibrage dont je parle, c'est pas un équilibrage de compétition entre les joueurs. On parle de résistance. Alors. Oui, c'est ça. C'est une résistance du jeu aux actions des joueurs. D'accord. Ah oui. Ah d'accord. Je comprends. Et mieux. en fait, et ça c'est quelque chose qui est critique, c'est que typiquement l'agence c'est un jeu où les actions des je joueurs pensais sont équilibrage réussies. entre les joueurs en fait, égalité des et donc chances. l'équilibrage doit aider les joueurs à réussir, mais doit être un petit frein. Un jeu d'horreur typiquement, les actions des joueurs vont être beaucoup plus risquées. Donc ces valeurs-là sont à évaluer, sont évaluées de façon un peu arbitraire au début. Et là à nouveau le playtest est central. Bah oui. Ça c'est Des essentiel. réglages. C'est ce que nous à la Baron on appelle des réglages. Et après, il y a aussi un très fort ressenti de l'auteur là-dessus. Moi, je l'ai vu un petit peu en amont. Avant même de jouer, j'ai essayé de voir. Mais c'est quelque chose qui est difficile. Il faut l'expérience de joueur pour une expérience là-dessus. Pika, quand tu parlais d'équilibrage, tu parlais d'un équilibrage mécanique. Enfin, de l'équilibrage de l'ensemble des mécaniques de jeu. Alors, en fait, c'est s'assurer que la résistance en fait soit conforme à ce que tu veux. Je reprends l'exemple de Nemedia, on est censé jouer des barbares super puissants, sauf que quand on commence, on a 30% en H et dans le scénario de base. Alors attention, c'est une version qui n'est plus éditée, la nouvelle version est différente. Hein. Bon, voilà, c'est un jeu qui a connu plusieurs vies et à ce stade de son développement, c'était comme ça. Le scénario de base, tu rencontres des gobelins, t'es censé être on est censé faire la sword and sorcery, on est des barbares élus par les dieux, et tu te fais exterminer la tête par des gobelins. Ça ne sert pas le propos du jeu. Là, en fait, si tu veux, la résistance n'était pas conforme au propos du jeu. Quoi. Ça, dans le sens, il y a une phrase qui dit en substance, il faut que la difficulté soit suffisamment forte pour que les gens aient une sensation d'accomplissement, mais suffisamment faible pour que les gens n'aient pas un sentiment de frustration. Ouais, voilà. C'est parce ça. que si c'est pas bon, ça va nuire à ta suspension d'incrédulité, parce que tu dis c'est pas crédible que moi, gros barbare, je me fasse taper par des gobelins. Ça va nuire aussi au flow, parce qu'en fait les défis ne sont pas, t'as pas de feedback par rapport aux défis. Vous voyez d'un coup comme quand on définit. Et puis on parlait, je sais pas si ça a été dit au micro, on parlait d'équilibrage entre les joueurs. Ça c'est encore autre chose. C'est effectivement, est-ce que le système donne la même chance à tout type de personnage par rapport à une situation donnée? C'est à ça que je voulais. Alors, et surtout, est-ce qu'on veut que ce soit le cas? Je prends un exemple, c'est GURPS Hellboy, jeu de rôle traditionnel. Alors c'est un GURPS, mais tous les GURPS en fait sont modifiés selon l'univers. Tu dis GURPS, toi. Ouais. Et non GURPS. Et en fait, tu peux jouer en pré-tirer les personnages de la série Hellboy. Et on te donne les points de création. Et en fait, Hellboy, il a 500 points de création, et si tu joues un agent de base du BPRD, il a 100 points de création. Tac, là c'est visuel. Tu vois tout de suite, les feuilles de personnages, il n'y a pas d'équilibre entre les joueurs. Cela dit, c'est pas un bug du jeu. Oui, c'est volontaire. C'est pas un bug du jeu, c'est volontaire. Mais bon, donc du coup, ça veut dire, toi, tu dois t'interroger effectivement quelle est la résistance. Si effectivement tu dis que si ton jeu prévoit qu'un gamin puisse mettre une plâtrée à un barbare, pourquoi? En quoi ça sert le propos du jeu? Alors ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des mécanismes de trait qui permettent aux gamins d'avoir des bonus, tout ça? Et surtout, est-ce que vraiment dans la mécanique ça suffit? Tu vas peut-être te rendre compte que les bonus que tu accordes sont trop faibles et qu'en réalité, en termes de statistiques, t'arrives pas à avoir la résistance que tu veux. Et après, je donne la parole à Romaric. C'est Ben Lehman qui dit que le playtest ne servira pas à ajuster tes statistiques, il vaut mieux faire des calculs mathématiques. Vous allez sur un lanceur de dés virtuel sur Internet, vous lancez 100 D6, vous avez une courbe qui est beaucoup mieux que si vous, parce qu'en playtest, vous ne pourrez jamais tester toutes les combinatoires de votre système. Il y a les psychologies des joueurs aussi. Voilà. Et des gens qui disent qu'ils perdent toujours au dé alors qu'en fait c'est pas vrai. Voilà. Donc le playtest ne vous servira malheureusement pas à ajuster vos statistiques, même si en réalité il sert quand même à affiner cette résistance. Je vois que Johan Scipion il l'utilise comme ça. En fait, dans ses jeux d'horreur, il
il crée des antagonistes qui sont des adversaires. Et en fait, il fait jouer le scénario plusieurs fois. Et en fait, ça variable d'ajustement d'un scénario à l'autre, c'est il change le niveau de l'antagoniste jusqu'à ce qu'il obtienne exactement la résistance qu'il veut. Alors il y a forcément une part de feeling, mais le playtest lui permet quand même d'affiner en fait son adversité et de façon chiffrée, quoi. C'est-à-dire que il teste d'abord un antagoniste qui a un niveau 15, il se rend compte qu'en fait les persos ils se font dévaster la gueule au bout d'une demi-heure, ça va c'est pas. du réglage. Ok, donc je règle. Bah oui, mais c'est ça l'équilibre. C'est ce que nous on appelle du réglage. Ouais. C'est vrai que c'est nous on appelle ça du réglage. Mais Alors, alors, Marc, je voudrais juste signaler quelque chose dans ce podcast. C'est qu'à partir du moment où on a dit que le système de résolution s'occupait de ce qui devait résister dans le jeu, tout est devenu tout à coup beaucoup plus clair. Et donc du coup, c'est intéressant parce que pour quelqu'un qui écoute le garage, il suit finalement le raisonnement d'un auteur qui est un petit peu dans la confusion du jeu de rôle classique ou ce qu'on appelle en ce moment les jeux de rôle anarchistes, va progressivement arriver à une définition beaucoup plus claire. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que par cette définition, on obtient également la résolution d'un problème qu'on a abordé au début de podcast, qui est la relation entre le système de jeu et le système de résolution et la problématique du flou dans les jeux dits narrativistes, ou en tout cas qui encouragent la proposition créative narrativiste, à savoir où l'enjeu de la résolution, ce n'est plus un conflit physique entre deux objets fictifs, mais la narration elle-même. C'est-à-dire que finalement, lorsque le système de résolution est invoqué, on a dit que c'était pour franchir une résistance. Ici, la résistance que l'on cherche à franchir dans un jeu où la narration est partagée par tous les joueurs, ce n'est pas une résistance physique au sens de moteur physique du jeu, c'est-à-dire c'est pas la résistance d'un objet physique par rapport à un autre objet physique, c'est la résistance d'un joueur par rapport à un autre joueur. Parce que tout le monde est auteur dans un jeu à narration partagée. Et donc du coup, dans un jeu de rôle classique, où on joue des entités fictives qui combattent un monde fictif, il y a besoin d'un système de résolution qui gère un moteur physique fictif du jeu. Et le but du système de résolution, c'est que les objets fictifs dépassent les autres objets fictifs posés par le maître de jeu. C'est très technique, hein, mais c'est clair. Mais c'est clair qu'il est là dans le jeu de rôle classique, l'enjeu. C'est que c'est des personnages fictifs qui s'affrontent et les difficultés sont fictives. Alors que dans un jeu à narration partagée, les choses à dépasser ne sont plus fictives. C'est les propositions du joueur qui est en face de nous. Hein, et donc, je pense que nos auditeurs sont comme moi, là, ils commencent à être pas mal embrouillés. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que le système de résolution. Pardon, excuse-moi. Non, c'est pas ça, mais il y a Aloïs qui fait des blagues hors micro. Il me dit, je suis embrouillé, il me dit comme les œufs. Et je suis dépité par entendre des blagues pareilles. Ouais, quoi. mais Rome, ça le fait rire, tu vois. Moi, ça me fait marrer. Il est bon public en même temps. C'est un peu bête. C'est pour Donc ça là, c'est vrai qu'il aime les blagues de Flavie. On voit que le système de résolution, c'est quelque chose qui est très dur quand même à aborder en podcast Garage. Faut savoir que le but de Garage, c'est aider les gens à créer des jeux. Honnêtement, je ne sais pas si ils vont être aidés avec ce podcast, mais bon, je pense qu'on a quand même pas mal décortiqué pas mal de choses. Moi, je pense qu'il y a deux conseils. Il y aurait deux conseils. Ouais, Il y a deux conseils. Il y a a Pika qui est en train de me souligner la quelque chose sur la simplicité, feuille qui m'a mis. Je suppose que tu veux dire, est-ce Non, mais on que en a pour toi parlé. il faut que un système soit simple ou complexe? Oui, mais on en a parlé déjà. Mais on longuement en de a ça. parlé en fait. Non, oui, je pense qu'il y a plusieurs choses à retenir de ce podcast. Premier point, la proposition de Pika initiale de dire si vous proposez quelque chose dans le système de résolution, il doit apporter quelque chose par rapport au système 0. C'est la proposition de Brand qui l'a rappelé. Voilà. Deuxième point, le fait que le système de résolution, quel qu'il soit dans un jeu, doit être justifié par l'auteur afin que les gens en comprennent bien la signification. Parce que le système de la résolution, la preuve, c'est que ce podcast n'est pas clair et le système de résolution, c'est jamais trop clair. Il faut toujours préciser dans le contexte à quoi ça sert. Deuxième point, c'est Pika qui a proposé. Troisième point, comprendre bien que le système de résolution, c'est la difficulté du jeu et les enjeux que les joueurs vont devoir dépasser. Donc le système de résolution va forcément être en adéquation avec ce qu'on attend de l'univers, ce que les joueurs dépassent dans l'univers ou alors dans l'histoire, dans leurs relations, etc. On a vu ça dans différents exemples, mais en tout cas, la résistance, l'idée qu'il y a une résistance et que c'est là que le système de résolution intervient. Ensuite, des considérations esthétiques, qu'on a vu avec toi Thomas, sur le fait qu'il fallait effectivement que le système de résolution soit en adéquation avec une certaine esthétique de l'univers, avec une certaine couleur également pour inviter les joueurs à créer dans une certaine direction. Et enfin, ce que voulait souligner Pika là, à l'instant en te montrant sur sa
feuille le terme de simplicité. C'est qu'il faut également que le système soit le plus simple possible, c'est-à-dire compréhensible possible par l'ensemble des joueurs autour de la table et accessible par l'ensemble des joueurs autour de la table. Parce que si l'un d'entre eux connaît le système de résolution mieux que les autres, il aura un pouvoir sur les autres, un ascendant, exactement. Alors, je dirais une autre chose. Dernier point. Vas-y, Romaric. Le dernier point, merde, j'ai oublié. Voilà. Je voulais dire, ça c'est un truc qu'Adrien nous a donné, mais qu'on répète souvent à la cellule. Quand vous voulez créer un jeu, il faut surtout jouer à un maximum de jeux pour voir comment les propos de ces jeux-là sont servis par le système. Et un dernier point, c'est cette affaire de réglage dont nous a parlé Pika à la fin. C'est ça que je voulais rappeler et oublier. C'est qu'il faut tester votre système de résolution. Il faut tester des systèmes de résolution différents, mais il faut également faire les réglages. Et il y a des systèmes de probabilité qui existent, des moteurs qui existent sur Internet pour tester, etc. Par exemple, si vous utilisez D, mais si vous utilisez d'autres méthodes, il faut régler de façon à ce que ce soit cohérent avec votre propos et avec l'univers. Hellboy est plus fort que les autres. Je pense aussi à un point qui a été abordé, mais très rapidement par Pika, sur lequel on s'est pas arrêté. Moi, sur lequel j'ai voulu m'arrêter, mais je me suis dit bon, tant pis, c'est pas très grave. C'est pas grave. C'est surtout l'utilisation des différents types de personnages dans un univers. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'équilibrage entre les différentes caractéristiques ou compétences ou autres traits qui qualifient les personnages. Simplement, c'est pour éviter qu'un personnage, qu'un type de personnage soit ridicule ou n'ait aucun intérêt dans l'histoire. Par exemple, mettons, on a une équipe avec un combattant, on a un magicien qui va faire différents trucs, qui va devoir être en arrière, mais qui va faire des gros dégâts. Et puis, le gars qui va servir qu'à l'enquête, si on est dans un jeu qui est fait pour se bastonner, faut pas qu'il ait l'air ridicule non plus, faut qu'il ait quelque chose à apporter au jeu. Et donc, pour moi, ça fait partie du game balance, de l'équilibrage dont on a besoin dans un jeu et qui est pas à oublier, justement. Adrien. Moi, je pense à plein de jeux quand tu dis ça, ou des jeux d'heroic fantasy, où par souci de complétude, ils ont mis toutes les classes disponibles, c'est-à-dire tout ce que les gens de l'univers pouvaient faire. Et du coup, à Prophétie, tu peux jouer un paladin, un sorcier et un marchand. C'est bête, mais ce personnage n'a pas sa place dans le jeu. Parce que ça va pas du tout dans le sens du jeu. Les jeux à classe, pour moi, c'est une aberration de base. Non, les jeux à classe, je crache pas du tout sur les jeux à classe, loin de là. Alors là, c'est hors de question. Putain, ça Olivier, là c'est le troll de fin de partie, mais non, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est juste que si classe il y a, ou si archétype il y a, ou si possibilité un jeu doit donner, il faut toutes qu'elles soient utiles dans ce que le jeu veut proposer comme démarche créative. C'est clair. Si tu crées une classe qui sert à rien, si quelqu'un le prend, il va s'ennuyer. Dans le jeu de rôle traditionnel. Dans le jeu de rôle anarchiste, pour moi, c'est complètement différent ce cas-là. Mais un jeu de rôle traditionnel avec Donjons et Dragons, ces classes, elles sont trop bien, quoi. Arrête. Après, je suis pas spécialement d'accord. Il y a certaines personnes qui aiment Qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que c'est que ce Bonjour. bordel là? Qu'est-ce que c'est que ce squat? C'est un podcast anarchiste, Certaines personnes Darky aiment à interpréter des personnages un peu inutiles. Ils considèrent que ça leur plaît. Ils aiment bien être un peu. Moi, j'aime pas les classes parce qu'on limite un personnage à certains trucs. Il y a des jeux où si t'as une classe, tu peux pas dépasser tes compétences. Tu n'es utile qu'à. Bon, les ta gens classe. du fond de la classe, là, justement, allez, oust, là, tu peux servir qu'à ce que le jeu te prévoit au début. Tu peux pas avoir de choses à faire à côté. Et c'est ça qui, pour moi, est une aberration. Genre, tu prends un guerrier qui peut pas aller lire à côté. Moi, ça me gonfle. Bon, je n'ai qu'une réponse à te faire. Apocalypse World. Oui, mais ça va être l'apocalypse dans quelques minutes sur ce podcast. L'apocalypse dans nos fesses. L'apocalypse podcast, c'est déjà trop tard. La podcast lips. C'est compliqué. Bon, je trouve qu'on a fait le tour quand même. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des points à rajouter? Un point final. Donc le final est déjà pas mal. D'autres points? Non, c'est bien. On n'a qu'à faire un catalogue dans les commentaires. Alors, il y aura des choses sur lesquelles revenir, je pense. On est à 1h40 de podcast. 1h40 de podcast sur la création. Donc voilà, j'espère que pour une fois, nous aurons réussi à répondre à des questions. Il faut savoir que sur les podcasts garage, tous les retours qu'on a, c'est que généralement, on aborde un sujet, mais à la fin, personne n'a de réponse. Là, on a fait un catalogue carrément de la manière d'aider les gens. Là, on a essayé de faire un récapitulatif, on a essayé d'avancer. Olivier a l'air de vouloir dire quelque chose. Non, il tenait juste son micro par approbation. L'animateur de foot, là, j'hallucine. Il a récupéré le ballon. Bon, on se calme. J'ai en buté un, tu vas voir. Non, voilà, on va essayer de répondre à la question. Donc là, David, je pense qu'on a fait quand même pas mal de tours. On a essayé de répondre à la question, donc savoir comment vous allez faire pour essayer d'intégrer un système de résolution dans votre jeu. Maintenant, moi, je serais d'avis
Si le podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que il faut savoir que ce podcast garage est peut-être éventuellement le dernier. Non, il sera pas le dernier. Les gens, ils sont vraiment attachés. Voilà, donc si vous voulez que ça existe, envoyez SMS au 3615 cellule. Ce n'est payé que 0,34 centimes la minute pour 2 SMS. C'est pas grand chose. Tu paies plus le le prix prix d'un appel SMS, pour bien un- pour des évidemment. SMS. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais surtout, n'hésitez pas à dire si vous voulez continuer à avoir du garage, Oui. mettez-le en commentaire. Et proposez des Actuellement, sujets. Et proposez des sujets parce que là, actuellement, Et donnez-nous des Euh, exemples clairs de réponses que vous attendez de ce podcast. voilà. Par exemple. Attends, ça fait un peu Typiquement- comique, duo comique. Non, Je commence un truc, tu le finis, là, ça le fait plus, quoi. Typiquement, par exemple, dans les commentaires, nous dire, moi j'attendais telle chose Voilà. lorsqu'on Mais finit. n'hésitez pas à vous exprimer parce que c'est pareil, nous on essaie de voir par rapport aux problématiques que nous on a pu avoir quand on a créé nos jeux, quand on a essayé de créer. Maintenant, si vous avez d'autres problématiques, alors attention, je sais qu'il y a déjà eu des propositions comme le choix du titre. Il y a Le camembert. ça, j'ai du mal à voir comment faire un podcast là-dessus sur le choix du titre. Les Donc, granolas, on nous a proposé mais aussi. envoyez le maximum Il faut de le choses, choisir n'hésitez joli. pas. Je vous dis pas qu'on fera tout, mais en tout cas, plus vous enverrez de propositions, plus vous êtes sûr que Garage existera. Merci, Tom, de faire déborder ma boîte mail. C'est C'est pas de ma faute. Pourquoi faire un point de mettre les commentaires, c'est fait pour. Voilà, c'est vrai. Les commentaires, en plus, ils sont publics, donc ils peuvent donner et inspirer les gens. Voilà. Et il nous faut savoir qu'il y a aussi le forum sur lequel Les on peut idées. poster sur la Les section ateliers imaginaires. podcast de la cellule. Tout à fait. Les ateliers Ça lance des imaginaires. thématiques. Et si vous voyez que des propositions que vous faites ne sont pas répondues de suite par la cellule, rien n'empêche de pouvoir les proposer sur le nouveau forum. Les ateliers Et donc à ce moment-là, sur les imaginaires. ateliers, et lancer vous-même vos propres garages. Allez, on peut conclure. Je crois qu'il y a Shadow qui a envie de conclure. Shadow, il a envie d'aller envie, on le manger, je sent, là. pense. Ah non, non, Il a pas envie du d'aller tout. manger. Non, je me demandais, j'ai une boîte de pins, je voulais faire un jeu de rôle avec et je me demandais comment faire. donc c'est tout. On va en parler. On en parlera hors dehors du micro. Ah, ça faut voir ça avec Fabien. Allez, bonne Et semaine. je vous à remercie tous. pour votre écoute et puis je vous souhaite Merci une bonne à fin de tous, journée. salut. À plus.